bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux cet après-midi au Placilab, le Fab Lab de Planète Science, c'est le dernier bébé de Planète Science. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Roland Lehoucq. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui? Ça va? D'accord. Ah oui, là c'est mieux. Vous avez entendu le début? Bon. Donc je disais qu'aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir monsieur Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA et qui a deux passions, la science et la science-fiction. Donc il a relié les deux. Et puis, voilà, il va nous offrir une merveilleuse conférence sur faire des sciences avec Star Wars, qui est une de ses nombreuses conférences. Alors, avant qu'on commence la conférence, je vais demander à monsieur Roland Lehoucq comment il a connu Planète Science. Alors, j'ai connu Planète Science il y a longtemps, parce que mon visage trahit mon âge, pour partie. Et en fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas Planète Science, ça s'appelait l'ANSTJ, l'Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, qui était une association qui était là pour diffuser les connaissances scientifiques et de manière assez pratique, même faire des petites manips. Alors, il y avait en astronomie, il y avait en écologie, il y avait en énergie solaire, il y avait en fusée, il y avait en plein de choses, en robots. Je pense qu'il y en a ici qui peuvent raconter bien plus que moi cette aventure. Et donc, moi, j'ai connu la NSTJ, qui est donc devenue ensuite Planète Science, quand j'avais, je sais pas, 16 ans, 17 ans. J'étais petit. Et j'ai croisé une association comme celle-ci, à l'occasion des festivals d'astronomie, pas du festival, des camps d'astronomie de la Société astronomique de France. Des camps d'astronomie qui n'existent plus maintenant, mais les camps d'astronomie de Planète Science existent toujours. Et à l'époque aussi, la NSTJ faisait des camps d'astronomie. Et donc c'est par les échanges, en rencontrant d'autres animateurs, parce que moi j'étais animateur dans ces camps d'astronomie. Avant d'être animateur, j'avais été participant. Et puis j'ai rencontré comme ça tout un tas de personnes très motivées par la diffusion des connaissances scientifiques, de la culture scientifique, et par l'animation associative de la science. Et puis ensuite, moi, ma trajectoire a un peu divergé de Planète Science, enfin de ce qui est devenu Planète Science. Mais Planète Science existe toujours, et j'ai toujours eu à cœur de, moi, faire de la vulgarisation scientifique, de la diffusion des connaissances scientifiques. Planète Science a continué, et puis on s'est recroisés de temps en temps, parce que j'étais invité pour faire des conférences dans certaines de leurs manifestations, ou parce que je recroisais des anciens copains, ou des nouveaux, des plus jeunes qui arrivaient, évidemment. Les vieux sont toujours remplacés par les jeunes, c'est ça qui fait que ça tourne. Et donc je suis vraiment content de voir qu'il y a plein de jeunes ici. Ça veut dire que bientôt, il y aura peut-être des nouveaux animateurs dans Planète Science et dans ailleurs, et des jeunes scientifiques et qui font des choses. Et on a besoin de ce genre d'association, effectivement, pour parler de science, pratiquer les sciences, ça c'est important, pratiquer les sciences. Dans un endroit comme ici, le Placilab, on peut pratiquer les sciences, c'est-à-dire à la fois les pratiquer en s'amusant, on dira ah oui, on va faire un vaisseau de Star Wars, par exemple. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de fabriquer un vaisseau de Star Wars? Mais pour fabriquer le vaisseau, il faut comprendre comment on va découper les pièces, donc comment fonctionne la machine, comment on lui parle, comment on la programme, comment on va dessiner les pièces, donc utiliser des logiciels qui vont apprendre à dessiner les pièces, comment on voit les objets en 3D, comment on fait des calculs. Des fois, il y a des pièces, ça ne rentre pas, on a mal calculé un truc, Et donc, on va, en voulant faire quelque chose, on va évidemment pratiquer des sciences, un peu de mathématiques, un peu de géométrie, un peu de physique, un peu d'ingénierie, un peu de technologie, un peu de programmation, un peu de tout ça à la fois, qui ne fera pas de vous des scientifiques, mais qui fera de vous des gens qui pratiquaient les sciences et qui s'en servaient pour un objectif qui vous fait plaisir à la fin, à voir, regardez le diorama qui a été fait là-bas, regardez cet engin. Hein, monsieur qui a fait cette magnifique, je ne vais même pas dire maquette, parce que c'est vraiment R2D2, quoi. Pour le faire, il a fallu allier beaucoup de connaissances scientifiques, pratiques, techniques, intellectuelles, et qui font qu'ensuite, à la fin, on se fait plaisir avec tout ça. On peut se faire plaisir avec les sciences, pas toujours en fabriquant, on peut faire en fabriquant, mais aussi en comprenant le monde. Moi, je préfère, moi qui ne suis pas très habile de mes mains, moi qui ne suis pas très bricoleur, j'ai beaucoup de plaisir à voir les réalisations des gens qui savent faire ça. Je dis du bricolage, mais on est un peu au-dessus du niveau du bricolage, là, bien sûr. J'ai beaucoup de plaisir à voir ça, et en même temps, j'ai plutôt un goût aussi pour la partie intellectuelle, moi, les calculs, si j'ose dire. Ça me plaît beaucoup. Ça, c'est les goûts de chacun fait ses choix. Jean-Jacques Dupac est ici, lui, il aime bien les deux à la fois, les calculs, pour faire des polyèdres, des formes mathématiques subtiles, mais aussi pour les montrer, pour les poser sur la table. On les voit, et on dit, ah, c'est incroyable ce truc, il faut les calculer pour les faire. Voilà, on peut allier à la fois des envies de bricolage, des envies intellectuelles, et les deux à la fois en faisant des sciences, en pratiquant les sciences dans un endroit comme ici, chez Planète Science aussi en particulier, dans d'autres associations de culture scientifique qu'on trouve un peu partout sur le territoire national. En tout cas, Planète Science en est une. Donc voilà, ça fait longtemps que je connais Planète Science, même si j'ai interagi beaucoup avec Planète Science, avec la NSTJ quand j'avais, disons, entre 17 et 25 ans, et puis après, voilà,
la vie nous a séparés, si j'ose dire. Un peu. On s'est recroisés de temps en temps. Oui, parce que vous ne partez jamais très loin de Planète Science. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Nous allons vous laisser la parole. Et puis, la conférence de Roland Lehoucq sera suivie par un échange d'une demi-heure de questions-réponses. Et puis, voilà, après, nous parlerons un petit peu de Planète Science, 5 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité à parler de physique ici, puisque moi j'aime parler de physique. J'aime parler de physique parce que j'aime la physique. Et il se trouve que j'aime aussi la science-fiction. J'en lis depuis que j'ai à peu près 12-13 ans de la science-fiction. Et j'aime les sciences depuis que j'ai à peu près 7 ans. Donc ça veut dire que j'ai aimé les sciences avant de lire de la science-fiction. Mais quand j'ai lu de la science-fiction, je dis, ah, ça, c'est ça le truc que je veux lire. C'est ça le genre qui me plaît. Et puis quand, plus grand, j'ai eu envie de parler de science, en espérant partager le plaisir que j'ai eu, moi, à apprendre et à comprendre les sciences, eh bien, la science-fiction, comme support, comme prétexte pour parler de science, m'a paru naturel, puisque j'aimais les deux. Et dans la science-fiction, dans Star Wars, mais dans tous les films de science-fiction, je dis les films parce que c'est ce que vous avez le plus souvent vu, même s'il y a probablement parmi vous des lecteurs aussi de science-fiction, ce sont les films que l'on connaît le plus souvent, surtout chez les jeunes gens. Ils ont vu Star Wars pour la plupart, ou Avatar, ou Seul sur Mars, ou Interstellar, ou Gravity, ou etc. Et donc ces films-là, je m'en sers parce que ce sont des supports connus, évidemment. Il y a des œuvres de science-fiction littéraire qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus riches que les films de science-fiction. Et de ce point de vue-là, Star Wars, sans vouloir être désagréable avec Star Wars, ce que j'aime beaucoup, c'est pas terrible, on va dire. Il y a des œuvres beaucoup plus intéressantes, des œuvres littéraires beaucoup plus intéressantes que les Star Wars du point de vue cinématographique. Mais c'est une œuvre frappante, c'est une œuvre qui a un grand succès. Tout le monde sait ce qu'est un sabre laser dans la pièce, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ignorent ce qu'est un sabre laser ? Ce ne serait pas une honte, hein, on peut ignorer des choses. Ce n'est pas, et puis surtout sur Star Wars, c'est pas dramatique d'ignorer des choses sur Star Wars. Mais voilà, c'est si fort que même si on n'a pas vu le film, on sait un peu ce qui se passe dedans. On sait qu'il y a des Jedi, il y a des bons et les méchants. À la fin, c'est les gentils qui gagnent, et puis les sabres laser. Je caricature un peu, mais oui, il y a l'essentiel est là-dedans, quoi, finalement. On a beau dire, c'est pour ça que Star Wars, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinairement profond, mais c'est visuellement très, très beau, c'est visuellement très bien fait. Et puis, c'est une saga qui continue. Et là, le dernier épisode, enfin un épisode parallèle vient de sortir encore récemment. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire des sciences et pratiquer les sciences, même, vous allez voir, par pratiquer les sciences. Et la conférence, ça ne sera pas juste descriptif, de dire ah oui, les sabres laser, ils sont bleu, rouge, vert, c'est un laser, c'est quoi un laser ? Ça pourrait être une chose. Ou alors une autre façon, ce serait de dire ah oui, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? On va le dire au passage, quand ça ne marche pas, les sabres laser, on ne sait pas les faire. Bon, ben, on ne sait pas les faire, tant pis, c'est pas grave. Mais ce n'est pas ça le but de la conférence, ce n'est pas ça le but de ma démarche. Le but, ça sera de vous montrer comment on peut pratiquer les sciences, c'est-à-dire mettre en marche un cerveau scientifique qui analyse un monde, alors le monde de Star Wars, qui vous est donné et pour lequel vous avez peu d'informations. Finalement, vous n'avez que les films comme information, et avec cette information-là, il va falloir essayer de déterminer des informations qui ne sont pas données dans le film. Il y a plein d'enquêtes à faire dans Star Wars. Une que je ne ferai pas aujourd'hui, mais qu'on peut faire, c'est quelle est la taille de l'étoile de la mort. Vous pouvez écouter attentivement les films. Personne ne vous dira, ah, l'étoile de la mort, ça fait 500 km. Dis-moi, jeune homme. Oui, alors ça c'est déjà, effectivement, on voit que tu connais Star Wars. Effectivement, ils disent, dans le film, ils disent, on dirait une petite lune. Oui, mais une lune, la lune, notre satellite naturel de la Terre, ça fait 1738 km de diamètre, mais il y a des lunes de Jupiter qui sont aussi grosses, même un peu plus grosses que la Lune. Il y a aussi des lunes de Jupiter ou de Saturne qui sont plus petites. Les deux lunes de Mars font quelques dizaines de kilomètres. Donc tu vois, entre quelques dizaines et quelques centaines, peut-être quelques milliers, il y a de la marge. Donc effectivement, c'est un premier élément de comparaison, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne donne pas une réponse, disons, précise, avec un nombre en kilomètres. Voilà, donc on aimerait pouvoir répondre à la question plus précisément. Voilà, mais tu as parfaitement raison, dans le film, ils disent il y a des lunes. C'est gros comme une lune. Donc on ne fera pas cette enquête aujourd'hui, on en fera d'autres, et vous verrez qu'on peut classifier les Jedi, vous allez voir comment. On peut faire un classement des Jedi, par la physique. Alors on va évidemment aujourd'hui parler de la force, parce qu'il y a quand même les éléments qu'on ne peut pas éviter dans Star Wars, c'est la force. Le sabre laser, évidemment aussi. Et je parlerai des planètes. Là, ça ne sera pas une enquête, ce sera plutôt pour montrer ces planètes. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'on peut les comprendre? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles sont bien faites? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'elles évoquent aussi pour, disons, un astrophysicien? Moi, je ne suis pas planétologue, mais enfin, voilà, pour quelqu'un qui connaîtrait un peu de planétologie, qu'elles évoquent. Alors, on va commencer par la force. Et on va prendre deux choses sur la force. La première chose, c'est la définition qu'on donne de Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4,
quand il explique à Luke Skywalker ce qu'est la force, voilà ce qu'il nous dit. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, il nous entoure et nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. On va travailler sur cette définition-là d'abord, et puis en dessous, on voit l'empereur qui est en train de convaincre Skywalker, si j'ose dire, en train de l'électriser pour lui dire, bon écoute, passe du côté obscur, et puis en fait, Skywalker résiste, donc il est là, il va le tuer. On comprend que en lui envoyant ce courant électrique très intense, il veut tuer Skywalker. Donc si on regarde la phrase qui est là-haut, on pourrait se demander, par exemple, ce sont des mots. Apparemment, ce sont des mots. C'est juste un Jedi, quelqu'un qui a l'air sérieux, Obi-Wan Kenobi. Bon, c'est un Jedi, on est dans un film de science-fiction. Mais oublions ça, imaginons que ce soit réel. C'est quelqu'un qui a une autorité. Il est dépositaire d'une autorité, Obi-Wan Kenobi. Et on lui pose une question sur quelque chose et il vous répond ça. Vous n'allez pas dire, t'es un charlot, quoi. Évidemment, vous ne risquez pas de... Vous dites pas, c'est pas clair ton truc. Donc là, on est sur le problème des mots. Et ça, c'est important parce qu'on pourrait se demander, par exemple, est-ce que ces phrases qui sont dites là sont des phrases scientifiques? On pourrait penser que oui, parce qu'après tout, dedans, il y a des mots qui font référence à la science. Par exemple, le mot champ, qu'on pense au champ magnétique, au champ gravitationnel, au champ électrique, au champ de pesanteur, qui est une autre façon de dire champ gravitationnel. Le mot champ, c'est un mot qui sert en physique. C'est pas comme un champ de blé. Le mot champ, un champ en physique, pour les plus jeunes, c'est une quantité physique, par exemple la température, on pourrait dire aussi le champ de température, qui prend une valeur en tout point de l'espace et qui varie dans le temps. Par exemple, dans cette pièce, la température, elle dépend de l'endroit où on est, puis elle dépend de l'heure qu'il est. Parce qu'on ouvre la porte, il y a de l'air froid qui rentre, ça fait varier un peu la température. On monte le chauffage, ça fait monter la température. Et puis, près de l'ampoule qui est à l'intérieur, il fait plus chaud que dans l'air qui est ici. Donc la température dépend de l'endroit et dépend de l'heure d'une certaine façon. Donc voilà ce que c'est un champ. Un champ d'énergie, alors on a l'impression de savoir ce que c'est l'énergie, parce que dans le langage quotidien, l'énergie, c'est quelqu'un qui a l'énergie, il est fort, il est puissant. Voilà. Sauf qu'en physique, force, puissance, énergie, c'est trois mots qui ont un sens très précis et qui est très différent de celui qu'on emploie quotidiennement. On va y revenir, c'est des mots qui sont très différents de l'acceptation quotidienne, et donc quand on entend champ d'énergie, ça peut faire référence à des choses quotidiennes, dire que quelqu'un qui a l'énergie, il est fort, quoi. D'ailleurs, ça s'appelle la force. Donc dire que la force est un champ d'énergie, on dit bah ils sont forts. Mais en physique, force et énergie, ça n'est pas la même chose. Il y a être vivant qui fait référence à la biologie, et puis il y a galaxie qui est un mot de l'astrophysique qui désigne une galaxie, un ensemble d'à peu près 200 milliards d'étoiles qui sont regroupées entre elles, qui sont liées entre elles par leur propre gravité. Et une galaxie, notre galaxie, s'appelle la Voie lactée. C'est ce que l'on voit la nuit, alors quand on peut. À Rissorangis, c'est pas toujours facile. D'abord, il faut qu'il n'y ait pas de nuages. Et puis ensuite, il faut qu'il n'y ait pas trop de pollution lumineuse, parce que la Voie lactée est très faible. Et on voit la trace, une bande lumineuse très faible, qui parcourt tout le ciel, et qui est la trace de notre galaxie, l'ensemble des à peu près 200 milliards d'étoiles, dont le système solaire, dont le Soleil fait partie. Donc ça, il y a des mots de science, et en même temps, c'est pas pour ça que la phrase est scientifique. Je ne vais pas vous épuiser avec ça, surtout pour les plus jeunes, mais ça c'est important, c'est pas parce qu'il y a des mots de science dans une phrase que la phrase est scientifique, c'est pas parce qu'il y a des mots de français dans une phrase que la phrase est française. Et il faut qu'elle respecte une certaine syntaxe, un certain ordre des mots, etc. Il y a des règles, on ne peut pas assembler voiture, maison, cheval, bonjour. Il y a que des mots de français, ça ne fait pas une phrase française. Donc, faire une phrase scientifique, il y a des conditions supplémentaires à l'assemblage des mots. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous amènerait vraiment loin. Mais ce ne sont pas des phrases scientifiques. Et en même temps, j'attire votre attention sur le fait qu'on utilise beaucoup dans votre environnement des phrases avec des mots de science pour les faire passer pour des phrases scientifiques. Par exemple, on a pu voir, c'était il y a quelques années, je n'ai pas regardé depuis, mais dans les pharmacies ou dans les parapharmacies, on vendait des crèmes qui contenaient des capsules de rétinol actif extraits de l'ADN végétal. Ça, on sent que c'est bien. Ça vaut les 100 € qu'on vous demande. Hein? Parce qu'il y a des mots techniques qui sont là pour presque effrayer le client, pour lui dire, voilà, c'est sérieux. Comme il y a des mots techniques, il y a capsule, c'est un mot technique, c'est pas un mot extraordinaire, mais c'est quand même un mot technique. Il y a rétinol, qui est une molécule qui existe vraiment. Actif, le mot actif en chimie, ça a un sens très précis. Dire qu'un site est actif en chimie, ça a un sens très précis. Il y a ADN, évidemment, végétal. Tout ça, ce sont des mots qui font référence aux sciences. Et on a l'impression qu'on veut en fait vous en foutre plein la vue avec une phrase, avec des mots techniques, et pour vous dire, ce truc est vachement bien et ça vaut bien les 100 € qu'on vous demande. Et donc il y a plein de situations comme ça. On pourrait voir ça aussi dans ce qu'on appelle la langue de bois, qu'on pourrait aussi appeler xyloglotte. Un xyloglotte qui veut dire langue de bois en grec.
Et on pourrait, voilà, en utilisant des mots techniques, des mots savants, vous en mettre plein la vue pour vous convaincre de son importance. Dire, moi, j'en sais plus que toi parce que je parle en savant et toi, tu parles en minable, donc je suis chef. Et donc, quand je dis un truc, tu m'écoutes et en plus de ça, c'est moi qui ai raison. Vous voyez l'idée derrière ça? Et c'est pareil en publicité, on veut essayer de vendre des choses à partir de phrases qui sont assemblées. Pour les garçons, j'en ai un autre. Par exemple, dans certains sites de tuning pour les voitures où on veut mettre des pièces supplémentaires sur sa voiture pour la rendre un peu plus chic, on vend des pièces qui sont de l'acier au carbone. Il vaut mieux que ce soit de l'acier au carbone, parce que l'acier est un alliage de fer et de carbone. S'il n'y a pas de carbone, c'est du fer. S'il y a trop de carbone, c'est de la fonte. Donc il faut réfléchir un peu. C'est pas si simple, on est d'accord? Ça n'est pas si simple. Mais de l'acier au carbone, c'est la base de discussion. Disons, c'est pas de l'acier s'il n'y a pas de carbone. Mais en disant de l'acier au carbone, on a dit qu'on a... La personne qui vous dit ça, c'est comme si elle avait essayé de dire « Ah, c'est un acier spécial que je t'ai fait. Il y a un truc en plus, il y a une sorte de bonus, et c'est pour ça que la pièce que je vais te vendre très chère, elle est vachement bien, elle est vachement mieux que les autres. » Vous voyez, donc il y a l'intention derrière d'utiliser des mots de science, d'utiliser des mots techniques, éventuellement pour vous soutirer votre argent ou vous faire des choses que vous n'auriez pas faites spontanément, ou vous convaincre que votre achat est un bon achat. Donc là, c'est un peu la même chose quand même, il ne faut pas rêver, c'est un peu la même chose quand même. En même temps, on peut essayer de donner un sens à cette phrase. L'acier au carbone, on peut lui donner un sens. L'acier, c'est un alliage de fer et de carbone, on lui donne un sens. Les capsules de rétinol actif extraits d'ADN végétal, quand on voit le résultat, on se dit, c'est de la crème. Alors, la crème, c'est quoi? C'est une émulsion de gras dans de l'eau. Donc, du gras dans de l'eau, ça s'appelle une mayonnaise. Bon, la mayonnaise, il n'y a pas d'ADN végétal dedans. C'est pas compliqué. Vous prenez un oignon, ou deux, vous le broyez, vous l'écrabouillez, vous retrouvez sur Internet, je ne vais pas vous décrire toute la procédure, il y a des procédures d'extraction de l'ADN d'oignon. C'est très marrant, on peut faire ça quand on est un petit jeune. Et à la fin, on voit l'ADN des cellules d'oignon. Il y a des manips, c'est assez facile à faire avec du matériel de cuisine, c'est de la cuisine. Vous extrayez l'ADN de votre oignon, vous le mettez dans votre mayonnaise, vous touillez, et vous avez des capsules, non pas de rétinol, mais il y a de l'ADN d'oignon dedans, de l'ADN végétal. L'oignon, c'est un végétal. Et ça fait une crème, qui sent un peu l'huile, mais vous pouvez vous la mettre, ça marche, ça ne vous fera pas de mal. Mais vous aurez du mal à convaincre votre voisine de l'acheter 100 € le pot. Elle va vous dire, foutez de ma gueule, je n'ai pas acheté la mayonnaise à 100 €. Donc vous comprenez l'intérêt de marketing, et puis de travailler un peu la couleur, de travailler un peu l'odeur. Bon, évidemment que ça a l'air un peu plausible, quoi. Donc on peut donner un sens à cette phrase, même si ce n'est pas une phrase de science, on peut donner un sens et essayer de faire la même chose. Alors c'est pareil pour ça, on peut se dire, qu'est-ce qui lie les étoiles d'une galaxie et le gaz d'une galaxie? C'est la force de gravitation, cette force qui nous tire vers le centre de la Terre et qui nous donne la sensation de poids. Si on se sent lourd, parce que c'est la Terre qui nous tire vers son centre. Et donc, qu'est-ce qui lie les étoiles? C'est la force de gravité. La force de gravité, c'est un champ d'énergie. Alors oui, parce qu'on parle de champ de gravité, je ne vais pas épiloguer longuement là-dessus, mais un champ de gravité, le mot champ s'applique aussi à la gravitation. Et d'énergie, bien sûr qu'il y a de l'énergie dans la gravité. Il suffit de laisser tomber quelque chose. Si je tiens un objet en main, ma montre plutôt, si je tiens ma montre en main, elle ne bouge pas, et si je la lâche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle se met en mouvement toute seule. J'ai rien fait, je ne l'ai pas jetée, j'ai juste écarté les doigts, elle s'est mise en mouvement toute seule. Et comme elle est en mouvement, elle acquiert ce qu'on appelle une énergie cinétique, une énergie de mouvement, et cette énergie, d'où elle vient? Eh bien, elle la prend à la gravitation. C'est la gravitation qui la met en mouvement. Et on peut se convaincre aussi que la gravitation contient de l'énergie d'une certaine façon. Quand on fait tomber l'eau du sommet des montagnes dans des tuyaux spéciaux et qu'on arrive en bas, l'eau tombe très vite parce qu'elle tombe de très haut, elle fait tourner en bas, dans l'usine hydroélectrique, un alternateur qui, lui, en tournant, produit de l'électricité. On convertit l'énergie gravitationnelle qui va provoquer la chute de l'eau, on la convertit en électricité dans une usine hydroélectrique. Donc il y a de l'énergie dans la gravitation, c'est un champ d'énergie, ça lie la galaxie, c'est créé par les êtres vivants. Nous, comme êtres massifs, nous créons un champ gravitationnel très très faible. Il est plus fort pour les plus massifs d'entre vous, plus léger pour les petits jeunes, mais essentiellement il est minable. Le gros champ gravitationnel du quartier, c'est la Terre, qui est énorme en comparaison de tout le reste. Et bien sûr, il n'y a pas que les êtres vivants qui créent un champ gravitationnel. Toute matière inerte, et surtout la matière inerte, si j'ose dire, parce que c'est elle la plus nombreuse, en masse, la plus grande quantité, c'est de la matière inerte, crée un champ de gravitation. Le champ de gravitation nous entoure et nous pénètre, tout va bien. Donc on a l'impression que ce qui est dit là, c'est la force, c'est le champ de gravité, c'est la force de gravitation. Et quand on voit dans le film, vous vous rappelez, Skywalker, quand il s'entraîne sur Dagobah, qu'est-ce qu'il fait? Il soulève R2-D2, il soulève des cailloux. Quand les Jedi se battent entre eux,
il y en a un qui fait un petit geste, et puis l'objet qui est là, boum, il se déplace et il les projeté vers le Jedi qui est là-bas. Et puis le sabre laser qui est loin là-bas, il tend la main, hop, le sabre il vient dans votre main. Si le Jedi qui fait tout ça est capable de manipuler la gravité, ça veut dire que la gravité, elle vous tire dans ce sens-là. Elle vous tire dans ce sens-là, ou elle vient vers moi, ou alors elle est vers le haut. Eh bien, si je dis que sous toi, jeune fille, la gravité est vers le haut, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas tomber là où t'entraîne la gravité, ça veut dire vers là-bas, vers le plafond. Nous, on dirait, tiens, c'est marrant, elle est en train de monter vers le plafond. Toi, tu diras, c'est normal, je suis en train de tomber vers la surface de la Terre, en fait, dans le champ de gravité. D'accord? Donc, il suffirait d'inverser le champ de gravité sous quelqu'un. Alors, évidemment, faire ça, c'est nettement non trivial. On n'a aucune idée de comment on peut faire ça. On n'a aucune idée de comment les Jedi font ça, évidemment. Mais manipuler la gravité, ça revient à faire des effets qu'on voit dans Star Wars, et ça revient à dire la force, c'est en fait la force de gravité. Bon, en même temps, quand on voit l'image du bas, on est bien embêté, parce que là, on n'a pas du tout l'impression que ça relève de la gravité. Ce que l'on voit, ça relève plutôt de l'électricité. Là, l'empereur, il utilise la force pour créer un champ électrique très intense qui permet de créer un éclair, donc de rendre l'air conducteur, et rendant l'air conducteur, il va électriser Skywalker, et puis il va le torturer, et puis après, éventuellement, le tuer. Il veut le tuer à la fin. Donc finalement, là, l'empereur utilise la force comme un champ électrique plutôt que comme un champ de gravitation. Donc là, on voit qu'il y a un manque de cohérence. Et là, on peut faire une enquête dans l'image du bas, c'est là ça devient intéressant. Je vous pose la question froidement pour voir l'effet que ça vous fait. Quelle est la différence de potentiel entre l'empereur et le sol? Vous avez 1 heure. J'attends. Vous voyez, ça c'est un petit exercice. Quand je dis enquête, ça veut dire ça. Pour les jeunes gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire, la différence de potentiel. Ça veut dire combien il y a de volts entre l'empereur et le sol. S'il y a beaucoup de volts, ça va permettre de rendre l'air conducteur. L'air, c'est un isolant électrique. L'électricité ne passe pas dans l'air naturellement. Mais si on impose un champ électrique suffisamment fort, on peut rendre l'air conducteur. Mais il faut faire un champ très fort. Et déterminant combien de volts il y a entre l'empereur et le sol, eh bien, je peux déterminer finalement quelque chose d'important sur l'empereur. Et comment il est capable, il utilise la force pour faire un générateur de tension, comme on dit techniquement, de grande valeur. Alors ça se calcule simplement en sachant quel champ électrique il faut exercer pour rendre l'air conducteur. Alors ça se mesure, ça se lit dans les livres, sur Internet, on se débrouille, et c'est de l'ordre de 3 millions de volts par mètre, un peu plus en fait, mais de l'ordre de 3 millions de volts par mètre. Vous mettez 2 électrodes, vous mettez une différence de potentiel de 3 millions de volts entre elles, elles sont séparées d'1 mètre, et vous allez avoir un éclair. Vous allez au Palais de la Découverte, par exemple, au Palais de la Découverte à Paris, vous prenez le RERD, hop, vous arrivez à Paris, vous allez au Palais de la Découverte, et vous voyez, sur cette image, il y a une jeune fille, alors en général, on prend des gens qui ont des cheveux longs, c'est-à-dire pas vous, madame, et pas moi, jamais j'ai réussi à monter dessus. Vous, c'est bon, vous pourriez y aller, mais en général, on prend les jeunes, pas les trop jeunes, parce que les trop jeunes, on veut qu'ils respectent bien la consigne. Donc les jeunes filles, on ne les prend pas les toutes jeunes filles, mais voilà, on prend des adolescentes, typiquement, et on leur demande de monter sur le support qui est là, j'ai un pointeur, on demande de monter sur le support qui est ici, qui est relié peut-être par ce câble, qui est relié à un générateur de tension qui est mis à 300 000 volts. Là, la jeune fille, elle a 300 000 volts. Bon, elle prend des charges électriques qui vont faire que ses cheveux vont se lever, tous ses cheveux vont être chargés électriquement, la même charge, et donc positive par exemple, et hop, ils vont se séparer. Dans sa main, elle tient un bâton métallique pointu, il y a un câble qui est relié à la barre métallique ici, qu'elle touche bien, il ne faut surtout pas la lâcher pour elle, et puis etc. Et il y a le bâton métallique pointu. En face, il y a un autre bâton métallique pointu qui est tenu par un médiateur scientifique du palais, puis il y a un câble qu'on ne voit pas qui est relié au montant, qui est relié au sol. Et entre les deux, quand les deux bâtons sont suffisamment proches, se déclenche un éclair, et même sur la photographie qui a posé quelques centièmes de seconde, se déclenchent là plusieurs éclairs superposés. Donc ce que fait l'empereur, c'est absolument possible de faire ça. Il n'y a aucun problème particulier pour faire ça. Il suffit d'avoir la bonne différence de potentiel sur la distance sur laquelle il veut créer l'éclair. On le fait au Palais des Découvertes, tout se passe très bien. Tout se passe très bien pour la jeune fille, évidemment, sinon le palais fermerait. Et donc là, on peut calculer, si on sait qu'il faut 3 millions, en gros 3 millions de volts pour 1 mètre, on peut estimer la longueur des éclairs. Alors on estime la longueur des éclairs comment? En comparant avec la taille de l'empereur. On ne sait pas quelle taille il fait, mais bon, il ressemble à un humain mâle. Alors un humain mâle, ça fait 1m70, 1m75, 1m80, c'est pas très grave. On a l'impression, on n'aura pas une précision pile poil, évidemment. On va voir ce qu'on appelle en physique un ordre de grandeur. Et les éclairs font peut-être 2 fois la taille de l'empereur, donc ils font peut-être 3 mètres ou 4 mètres.
Et donc 3 ou 4 mètres fois 10 millions, 3 millions de volts par mètre, ça fait environ 10 millions de volts. Donc la différence de potentiel entre l'empereur et le sol, à peu près 10 millions de volts, là où au Palais des Découvertes, c'était 300 000 volts. Vous voyez que c'est déjà pas mal là, pour l'empereur. Alors il y a un truc supplémentaire à dire sur l'empereur, c'est que là, la jeune fille, j'ai dit tout à l'heure, il lui arrivait rien. Et pourquoi il lui arrive rien? Il lui arrive rien parce que le courant électrique préfère passer dans l'air plutôt que à travers elle. Si le courant électrique passait à travers elle, elle ne serait plus là pour en parler. Elle serait éventuellement, elle aurait un petit problème électrique et éventuellement ça pourrait l'abîmer, voire la tuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle est sur un support, vous voyez ce grand support qui la soulève, alors on voit bien haute, comme ça tout le monde voit bien, ça c'est un premier point, mais surtout ça l'isole du sol. Elle est isolée du sol électriquement, ce qui veut dire que le courant électrique, finalement, il a beaucoup de mal à passer à travers la jeune fille, à travers le support, à travers ces cylindres qui sont là, et il préfère, d'une certaine façon, passer par l'air. Et la jeune fille, tout va bien pour elle, elle ne sert que de conducteur et tout va bien, le courant ne passe presque pas par elle, plutôt, elle est mauvaise conductrice, ça passe à travers le câble, à travers le bâton, à travers l'air. Alors pour que l'empereur ne s'électrocute pas, il faut imaginer qu'il est lui aussi isolé du sol. Et pour être isolé du sol, comment on peut être isolé du sol? Dis-moi. Eh ben voilà, impeccable. Je ne saurais dire mieux. Alors, en caoutchouc, par exemple, ça peut être des chaussures en marbre, des chaussures en verre, n'importe quel truc est isolant électrique. Par exemple, des chaussures spontanées, parce que quand on plie le pied en caoutchouc, c'est mieux que si c'était des chaussures en bois, des sabots, par exemple. Bon, on peut faire ça, on a marché avec des sabots. Mais des chaussures en caoutchouc. Mais du coup, est-ce qu'il peut avoir des chaussures en caoutchouc épaisses comme les miennes, genre 1 cm ou 2 cm? Eh bien non. 10 millions de volts, c'est beaucoup trop pour 2 cm. C'est-à-dire que si moi, j'étais à 10 millions de volts, et qu'en plus de ça, j'ai ces chaussures que j'ai au sol, le courant électrique il pourrait passer à travers moi, à travers les chaussures, et je serais électrocuté. Donc, il faut des chaussures plus épaisses. Et on peut le calculer. C'est ça qui est génial, ça peut se calculer, ou s'estimer, je ne vais pas donner une valeur, on n'est pas au millimètre près, bien entendu. L'estimation, c'est une quarantaine de centimètres de caoutchouc. C'est-à-dire que l'empereur, dans cette image-là, en fait, on ne voit pas ses chaussures, mais il doit avoir des chaussures d'une quarantaine de centimètres de hauteur, si c'est du caoutchouc, typiquement. Donc, quand tout à l'heure on parlait de sa taille, ça a des conséquences. On disait, oui, il doit faire 1,80 m l'empereur. Eh bien non, peut-être que s'il a l'air de faire 1,80 m, en fait, il est plutôt 1,40 m, parce qu'il a 40 cm de chaussures. Vous voyez, donc c'était un peu compliqué pour notre estimation de taille, du coup, elle se mord la queue. Il faudrait avoir... C'est pas facile de dire quelle hauteur il est, parce que s'il fait vraiment 1,80 m et qu'il a 40 cm, alors il fait plutôt 2,20 m. Mais comme on ne cherchait pas une valeur précise, qu'on se dise 3 mètres ou 4 mètres, ça n'est pas très grave. Mais vous voyez que notre réponse, elle a des conséquences sur ce qu'on a dit avant. Pour l'estimation de la taille, c'est plus pareil. Donc l'empereur, il a des chaussures épaisses, genre drag queen finalement. Et du coup, on comprend des choses. Ça rend le monde cohérent. Pourquoi il a un grand manteau? Il pourrait dire pour faire peur. Pour faire peur aux gens, il faut reconnaître, ça fait peur. Mais en même temps, il cache les chaussures. On pourrait dire, mais pourquoi l'empereur veut casser ses chaussures? Il s'en fout, c'est l'empereur, de toute façon, il dégomme qui il veut. Non mais, il ne veut pas qu'on sache qu'il fait 1,40 m, on en a vu, on en a vu des comme ça. Et puis surtout, s'il y a des gens, regardez, quand vous êtes rigolard là, il va s'énerver, il a dit, mais on ne peut pas manquer de respect à ce point-là à l'empereur. Quelqu'un rigole autour de lui, ça l'énerve, il le tue, il se balade, un autre rigole, il le tue. Vous imaginez, il va tuer tout le monde partout où il passe, quoi. Les gens finiront par comprendre, il ne faut pas rigoler quand l'empereur passe. Mais c'est emmerdant pour lui quand même. Donc il va cacher ses chaussures, comme ça il est tranquille, il se balade, et puis il dégomme seulement ceux qui le fatiguent. D'accord? C'est moins fatigant pour lui. Donc vous voyez qu'on a fait une enquête scientifique, on a déterminé une information qui n'est pas donnée dans le film. Quelle différence de potentiel entre l'empereur et le sol? On en a déduit, on fait une prédiction, et c'est là où si on fait des sciences, on ne s'est pas contenté de rendre compte de ce que l'on voit, parce que la science essaie de rendre compte du monde. Il y a plein de choses qui essaient de rendre compte du monde. Il y a l'art, la théologie, la poésie, tout ce qu'on veut, l'astrologie. Mais ce n'est pas des sciences. Ce n'est pas dire que ce n'est pas bien ou que c'est sans intérêt. Mais ça n'est pas des sciences parce que ça ne se contente pas, ça ne suit pas la méthode scientifique qui est la suivante. Rendre compte du monde, faire des hypothèses sur le monde, faire des calculs éventuellement. Là, on a même fait des calculs, je ne vous ai pas détaillé, mais on peut faire des petits calculs. Et en plus de ça, on fait des prédictions sur le monde. On se dit, je prédis que l'empereur a des chaussures de 40 cm. C'est obligatoire, si tout ce que j'ai dit avant colle bien,
alors obligatoirement, pour ne pas mourir, il a des chaussures très isolantes. 40 cm, c'est du caoutchouc, plus ou moins si c'est un autre matériau. Mais en tout cas, il a des chaussures qui sont plus isolantes que 3 ou 4 mètres d'air. Ça, c'est sûr. Et il suffirait de rentrer dans le film et de soulever la jupe de l'empereur et de regarder. Ah, hop, on regarde, après il vous tue, donc il faut vite dire la réponse. Le problème, c'est que ça va l'énerver. Mais il suffirait de pouvoir faire cette expérience pour vérifier si on a raison ou tort. Et c'est ça en science qui est important. Ce n'est pas seulement rendre compte du monde. Il y a plein d'autres tentatives de rendre compte du monde. C'est rendre compte du monde et faire des prédictions sur le monde. Et en faisant cette prédiction, comme on dit vulgairement, vous baissez votre froc. Vous donnez à n'importe qui la possibilité de dire que vous avez tort. Comment ? En allant vérifier si ce que vous dites est vrai. On regarde, c'est pas vrai, c'est pas bon votre truc, donc il faut changer. Peut-être vous êtes trompé dans les calculs. Peut-être vous avez mal raisonné. Peut-être votre théorie n'est pas la bonne. Vos hypothèses ne sont pas les bonnes. D'accord ? Donc, en donnant les moyens d'être falsifiable, ça veut dire en donnant les moyens de montrer que ce qu'on dit est faux, on fait des sciences. L'astrologie ne fait pas ça. L'astrologie, elle explique le monde. Ils font des calculs, ils ont du jargon, ils ont des ordinateurs, ils sont 2000 ans. C'est aussi ancien que l'astronomie, même 2000 ou 3000 ans l'astrologie. Bon. L'astrologie, c'est comme une science finalement. Ça veut rendre compte du monde. Ça explique pourquoi vous faites ci ou ça demain ou après-demain par l'influence des astres. Ça a une vision du monde. Donc l'astrologie, ça pourrait ressembler à une science. Mais l'astrologie, elle fait aussi des prédictions sur le monde. Vous, madame, vous allez rencontrer le grand amour, bientôt. C'est déjà fait ? Bon. Ma prédiction est mauvaise. Ah ben, je me suis trompé. Qu'est-ce que font les astrologues ? C'est 50 €, merci madame, au revoir. Client suivant. Ils ne cherchent pas à dire, je me suis trompé, je vais modifier mon truc, je vais modifier ma méthode, mes hypothèses, mes calculs, bref, je modifie ma pratique pour que ça marche. Et comme ils ne font pas ça, ils ne font pas des sciences. Il faut autre chose. Ce n'est pas des sciences. Les sciences, ça revient à modifier sa pratique en fonction de l'expérience qu'on en a. C'est un peu lourdingue peut-être pour les plus jeunes, mais si vous retenez ça, vous aurez des choses que peu de gens savent ou réalisent sur sa façon dont fonctionnent les sciences et ce qui les distingue, et pas pour dire que c'est meilleur, pour dire que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que c'est efficace sur le champ d'études que les sciences se sont choisies. Voilà, c'était un petit paragraphe épistémologique. Jeune homme, on va se remarrer à me... Ouais. Ouais. Des midi-chloriens, exactement. Alors ça, c'est très intéressant, la question. On va prendre des midi-chloriens maintenant, parce que finalement, je m'attendais à ce qu'elle arrive un peu plus tard, mais on peut la prendre maintenant. Donc les midi-chloriens, ça, c'est l'explication de Obi-Wan Kenobi. Alors l'explication de Qui-Gon Jinn, c'est dire, bah oui, pourquoi tu as la force ? Quand il dit ça à Anakin, il dit, ça a des midi-chloriens dans le sang. Et les midi-chloriens, c'est un truc qui te permet d'avoir la force. Alors ça change complètement l'explication. Complètement le champ de l'explication. Ça veut dire que si on prend Anakin, on lui prend tout son sang, on s'injecte le sang, c'est possible, il y a des gens, on leur met du sang d'autres personnes, à l'hôpital par exemple, dans des accidents très graves, on s'assure quand même que le facteur Rhésus est bon, et hop, j'ai la force. Dans ce cas-là, la force, c'est un truc un peu magique, il y a ceux qui ont la force, et ceux qui n'ont pas la force. Alors que là, c'est celui qui a la force, je peux lui prendre la force, d'une certaine façon, en prenant son sang et en me l'injectant. Parce que dedans, il y a les midi-chloriens. Et le deuxième truc, c'est que les midi-chloriens, ils font une mesure dedans. Il y a Qui-Gon Jinn qui prend une goutte de sang d'Anakin, il mesure 20 000. Il dit, il y a 20 000 midi-chloriens. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça en science ? Est-ce que parce qu'on mesure un nombre, il a fait une mesure, comme on mesurait des centimètres, ou on mesurait un champ électrique, ou des volts, etc. Eh bien, est-ce que parce qu'on a fait une mesure, ça devient de la science ? Ça, c'est une question qui pourrait être pour le bac scientifique. Ceux qui préparent le bac scientifique dans la salle, j'en vois un ou deux. Une question qui pourrait être intéressante, n'y a-t-il de science que du mesurable ? Vous avez 4 heures. Oui, alors... autrement dit, est-ce qu'il faut pouvoir faire des mesures pour commencer à faire des sciences ? C'est une question intéressante. Là, il nous dit 20 000, on a l'impression que ça devient des sciences parce qu'il y a une mesure. Mais 20 000 dans la goutte de sang ? 20 000 dans le corps d'Anakin ? 20 000 dans un litre de sang ? On ne sait pas. Et donc, il manque des éléments. Et puis, il y a un mystère, la force. Et maintenant, il y a 2 mystères, la force et les midi-chloriens. En science, en général, on essaie de réduire le nombre de mystères. On essaie de ne pas multiplier les mystères.
Donc ça a l'impression, ce truc sur les midi-chloriens, c'est très intéressant. On pourrait croire que c'est un élément de science qui arrive pour dire il y a un élément de rationnel. La force, c'est pas un truc mystérieux, c'est les midi-chloriens. Les midi-chloriens, ils sont dans ton sang. Oui, mais c'est qui les midi-chloriens? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Plein d'autres questions restent ouvertes et on n'a toujours pas répondu aux questions précédentes. Quand on multiplie les questions, quand on rajoute des questions aux questions pour essayer de résoudre un problème, ou quand de nouvelles questions prétendent répondre à une ancienne, eh bien, on n'est pas en train de faire des sciences, on est en train de multiplier les questions sans essayer d'y répondre. Et donc on n'est pas tout à fait en train de faire des sciences. Voilà, juste ça. Il y a encore plein de choses à dire, mais juste ça sur les midi-chloriens. Alors, voilà un autre petit exercice qu'on peut s'amuser à faire. Soit on se sent très fort en gymnastique et on tente l'exercice, et puis l'exercice de physique, c'est de se dire est-ce que c'est possible de faire ça? Alors quand je dis c'est possible, est-ce que n'importe quel abruti fait ça, et donc l'acteur a pu faire ça? Est-ce qu'il a fallu embaucher un gymnaste pour faire ça? Ou est-ce qu'il y a un trucage horrible parce que c'est absolument impossible à faire? C'est-à-dire dans le film, il utilise la force. Est-ce qu'on peut prouver qu'il utilise la force d'une certaine façon? Alors on peut se demander, là il est en équilibre, il fait l'arbre droit sur un seul bras, on pourrait se dire ah bah oui, je suis l'arbre droit sur deux mains, je lève une main. Si je suis sur deux jambes comme ça, et que je lève une jambe, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si simple, hein? Je lève une jambe, ben, je me casse la gueule. Donc si je fais là, je lève une jambe, c'est-à-dire bêtement, je lève une jambe. C'est pas je pousse sur ma jambe pour me mettre dans une autre position, et là je lève une jambe. Là oui, ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre comme ça, où j'ai rien fait d'autre que lever ma jambe, et je tombe, et l'autre où je pousse sur ma jambe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je pousse sur ma jambe pour faire quelque chose et après je lève ma jambe et tout se passe bien? Après je ne me casse pas la figure. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a mon poids qui me tire vers le centre de la Terre. Et mon poids, il s'exerce à peu près, voilà, il s'exerce sur toutes les parties de mon corps, mais on peut le traduire par l'exercice d'une force au niveau de mon nombril, en fait, dans l'épaisseur du corps, au niveau du nombril, qui est le centre de gravité à peu près du corps humain. Donc mon poids, il me tire, on va dire, par le nombril, il me tire vers le bas. Si mon poids il me tire vers le bas et il frappe le sol dans le petit rectangle qui est formé par mes pieds sur le sol, je tiens droit. Tout va bien. Si j'enlève un pied, si j'ai un pied qui disparaît, ben, mon poids se projette en dehors du seul petit rectangle qui est au sol, qui est l'unique pied qui me reste au sol, il est en dehors et je tombe. Et quand je pousse sur mon pied gauche, pour me faire quoi? Me déplacer, je mets mon nombril, mon centre de gravité, au-dessus de maintenant le plus petit rectangle de l'unique pied qui est au sol. Avant, j'avais deux pieds, ça faisait un grand rectangle avec les deux pieds. Et quand je fais ça, j'ai mon centre de gravité au-dessus de l'unique pied qui me reste au sol. Et quand je monte sur la pointe des pieds, je suis sûr qu'il y a des jeunes filles qui font de la danse, ou des dames qui ont fait de la danse classique, ou qui font peut-être encore de la danse classique. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous témoigner, ou une qui peut nous témoigner de la difficulté d'être sur les pointes? C'est difficile de faire des pointes. Même sans en avoir fait, on sait que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que la danseuse qui était comme ça, elle fait un petit mouvement, et c'est ça ressemble à ça. Toi, tu fais de la danse, c'est ça? C'est pas comme ça qu'on fait, hein, c'est ça? Je suis d'accord, tu as raison, je fais une approximation. Hein. Donc, en faisant le petit mouvement, hop, et il faut qu'elle mette son nombril, son centre de gravité, au-dessus de la toute petite surface sur laquelle elle s'appuie, qui est la toute petite pointe des chaussons qu'elle utilise. Et comme c'est une toute petite surface, il faut être très précis. Si on est en dehors, on bascule. D'accord? Donc deux pieds au sol, c'est tranquille. Un pied déjà, on sent que c'est plus difficile de maintenir l'équilibre. Se maintenir sur la pointe des pieds, il faut, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut maintenir en permanence son centre de gravité au-dessus du point d'appui. Où est le point d'appui? Il est ici. Où est le centre de gravité? Il est ici. Il n'est pas au-dessus. Alors il y a des subtilités quand même. Il y a des subtilités, il y en a plusieurs. Le point de contact, le poids de Luc. Le poids de Luc plus Yoda. Il y a Yoda. Yoda, il ne fait pas 0 kg. Il fait, je ne sais pas combien, peut-être 30 kg. Yoda, il est grand comme toi, peut-être. On va dire, genre. Combien tu fais, toi? 30 kg? Non. 20 kg? Tu ne sais pas. C'est pas grave. On va dire Yoda, il fait 20 ou 30 kg. Bon, ben 20 ou 30 kg, ça va déplacer le centre de gravité de Skywalker plus Yoda. Il faut trouver, c'est ça qu'il faut dire. Donc le centre de gravité va se déplacer vers Yoda, parce que Yoda fait, mettons, 30 kg. Il se déplace un peu à droite, un peu vers le haut pour aller vers Yoda. Bon. Mais il y a cette jambe aussi, là. Elle est pliée, elle est sur le côté. Et puis il y a son bras. Est-ce que le bras, il est du bon côté? Ben, le bras, il est penché du côté où il va tomber. Vous voyez que le poids de Luke plus Yoda, il ne tombe toujours pas près du point de contact, pile dessus.
Donc, boum, il doit tomber dans ce côté-là. Il doit basculer vers la droite. Et il tend son bras du côté où il bascule, ça ne va sûrement pas l'équilibrer, ça va le faire tomber encore plus facilement. Donc le bras, il est très mal placé. C'est une mauvaise idée de mettre son bras comme ça. Et Yoda, il est du côté pour emmerder. Si Yoda avait été sur ce pied-là, ça aurait pu être vachement bien. Il aurait déplacé le centre de gravité vers la gauche, vers le côté qui va probablement se mettre au-dessus du point de contact. Donc Yoda, il est là, il fait l'emmerdeur, Yoda. Hein. Il est là pour le gêner. Il est là pour le gêner. Le bras, il n'est pas bon, mais la jambe, elle est bien. La jambe, c'est tout à fait plausible de mettre la jambe là. Parfait, la jambe, elle est très bien. Alors, en même temps, l'équilibre est quand même possible. On pourrait se dire, l'équilibre est possible, et comment? Imaginons qu'il y ait 30 ou 40 kg dans la chaussure de Skywalker. Le centre de gravité, c'est le centre de gravité de Skywalker au niveau du nombril, plus Yoda, qui fait 30 ou 40 kg, plus la chaussure qui fait 30 ou 40 kg. Alors là, on pourrait faire un petit calcul, et on pourrait peut-être arriver à la conclusion qu'effectivement, le centre de gravité va se retrouver sur la verticale du point de contact, et que l'équilibre est possible. Donc cet équilibre est possible à condition qu'il y ait 30 ou 40 kg dans la chaussure. Est-ce que c'est facile de cacher 30 kg dans une chaussure? On pourrait se dire non, parce qu'on imagine quoi, une enclume ou un machin, on dit non, ça va se voir, enfin dire ça va se voir. Eh bien, en fait, ça pourrait ne pas se voir, parce qu'une enclume, c'est en fer. Le fer, ça pèse à peu près 7 tonnes par mètre cube. Ça veut dire que pour peser 7 kg par litre, donc il faut par décimètre cube, donc pour faire 30 kg, il faut 50 ou 60 décimètres cubes. Il faut quelque chose qui commence à être important d'acier. Ça va se voir, ça fera un gros bloc d'acier sous la chaussure. Mais il y a des matériaux qui sont plus denses que l'acier ou le fer. Par exemple, je le constate à chaque fois que je manipule mes lingots d'or, c'est assez dense. Hein. Quand j'ai un lingot d'or dans la main, je dis, c'est incroyable quand même, ça pèse lourd. En fait, c'est tout petit. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ben voilà. Hein. Chaque fois que je le sors pour le regarder, le 1 kg d'or, il tient dans le creux de la main. 1 kg d'or, ça tient dans le creux de la main. 1 kg d'or, l'or, ça pèse 19 kg par litre. L'eau, c'est 1 kg par litre. Si vous aviez une bouteille d'eau remplie d'or, elle pèserait 19 kg. Et c'est autre chose. 19 kg, c'est 3 packs d'eau. Ça rigole pas, ou 2 packs d'eau, dans une seule bouteille. Et puis on pourrait prendre de l'uranium. Alors de l'or, c'est un peu cher pour les chaussures. De l'uranium, on dit non, on ne va pas le prendre non plus, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a un matériau qui s'appelle l'osmium, sa masse volumique c'est 22, sa densité c'est 22. Ça veut dire qu'il fait 22 tonnes par mètre cube, 22 kg par litre. Et il faut simplement 20 cm3 d'osmium pour faire 40 kg. 20 cm3, c'est en gros 20 cm² sur 1 cm d'épaisseur. Donc c'est une semelle de chaussure. C'est une grosse semelle de chaussures, mais c'est une semelle de chaussures. Là, il a des grosses chaussures de marche, hein, genre Mili. Bon, ben, si ça se trouve, il peut avoir 40 kg d'osmium planqué dedans. C'est possible. Et là, on vient encore d'une fois de faire des sciences. Ça, c'est possible. Mais il y a une prédiction. Skywalker doit avoir 40 kg d'osmium dans sa chaussure gauche, pas dans la droite, évidemment. Parce que s'il a dans les deux, ça va se compenser. Seulement une chaussure. Imaginez-vous avec une chaussure où il y a 40 kg et l'autre chaussure où il n'y a rien. Ben, pour marcher, ça va plutôt faire comme ça, on est d'accord, avec le 40 kg dans la chaussure. Quand on regarde le film, un petit peu avant l'équilibre qu'il fait, il court tranquillement. En même temps, bien sûr, on ferait ça dans le vrai monde, dans notre monde, sur Terre. Mais dans Star Wars, on sait que c'est de la science-fiction, on sait qu'ils n'essaient pas de faire de la science réelle. Donc notre explication reste la bonne, et dans le film, il utilise la force. C'est ça que ça veut dire. On a la preuve que Skywalker utilise la force, parce qu'il ne devrait pas tenir l'équilibre. Il pourrait tenir l'équilibre à une seule condition avec la physique et la mécanique habituelle. S'il a 40 kg ou 30 kg planqués dans sa chaussure, il ne les a pas parce qu'on ne l'a pas vu marcher bizarrement, donc il utilise la force. Donc à cette simple image, on a la preuve qu'il utilise la force, parce qu'il tient l'équilibre. Et c'est un équilibre qui est impossible à tenir sinon. Alors incidemment, on peut aussi regarder dans cette image-là, Skywalker, il soulève des caisses, des grosses caisses, là il s'entraîne avec la force antigravité. Il est capable de manipuler la gravité
grâce à sa maîtrise de la force. Sur cette image-là, pas cette image, mais le film, on voit qu'il soulève la caisse. Ça prend à peu près une seconde pour soulever cette grosse caisse qui est peut-être 50 kg, et il la soulève contre la gravité de Pandora. Et bien avec ça, on peut, de Pandora, excusez-moi, je suis dans Avatar, donc contre la gravité de Dagobah. Avec ça, on peut estimer la puissance qu'il a nécessité, qu'il a été obligé de dépenser pour faire ça. Et on peut le calculer, ça fait environ 1000 watts. Il a fallu que Skywalker, en utilisant la force pour soulever les objets, produise une puissance de 1000 watts, ça veut dire l'équivalent d'une dizaine d'ampoules à incandescence standard. 1000 watts, c'est beaucoup. Il doit y avoir des sportifs dans la salle, mais je pense qu'ils peuvent apprécier ce que ça veut dire lâcher 1000 watts physiquement, en pédalant sur un vélo. Les gars qui montent le Tourmalet en 25 minutes, ils sont à 400 watts quand tout va bien, et ils sont à 420 watts quand ils sont un peu gonflés. 420, de 400 à 420, c'est juste une petite différence, et ça suffit pour écraser la concurrence. Les gars qui sont sur des vélos, par exemple, pendant les poursuites individuelles aux Jeux Olympiques, ils peuvent lâcher jusqu'à 900 watts. 1000 watts, ça veut dire que c'est des bœufs, les mecs, il faut les voir, ils ont des cuisses comme ça, enfin, c'est impressionnant. Donc c'est-à-dire que vous et moi, dans la salle, pour les adultes, vous pouvez lâcher peut-être 100 watts sans trop vous épuiser. Vous allez peut-être tenir quelques minutes, quelques dizaines de minutes, en lâchant 100 watts. Donc 1000 watts pour Skywalker, c'est pas mal. Avec la force, c'est pas mal. C'est une puissance assez intéressante. En même temps, quand on revient à l'empereur, là, 10 millions de volts, et il est en train d'électrocuter Skywalker, ça veut dire que là, le courant électrique, il veut le tuer. Ce n'est pas des milliampères qu'il est en train de faire passer. C'est peut-être des dixièmes d'ampères, voire 1 ampère, pour y aller vraiment. Eh bien, 10 millions de volts et 1 ampère, ça nous fait 10 millions de watts. Là, l'empereur, c'est 10 millions de watts. Alors, ce n'est pas un type sur un vélo très fort, comme Skywalker. Lui, il le fait sans pédaler, il le fait avec la force. Là, il le fait, les 10 millions de watts, c'est la 10 millions de watts plutôt, c'est la puissance d'un TGV double rame à fond. Un TGV double rame, et pas double rame, double étage, à fond, à 300 à l'heure, 10 millions de watts pour maintenir la vitesse. C'est ça, l'empereur, là. Vous comprenez, il ne faut pas énerver l'empereur, quoi. Vous dites pas au TGV, vous mettez devant, stop. Voilà. Le TGV vous passe, vous êtes explosé, c'est fini pour vous. D'accord? Donc là, l'empereur, quand il est en train de faire ça, il est vraiment en train de faire un truc très impressionnant avec la force, et on comprend qu'effectivement, Skywalker fume un peu à la fin du film. À la fin, là, Skywalker, il n'est pas mort, mais il fume un peu, hein, quand même. C'est normal. Hein, il vient de se prendre un TGV dans la tronche, quoi. Enfin, l'équivalent électrique. Donc là, 1000 watts. Donc là, ça permet de classer les Jedi, on va voir, par la puissance qu'ils sont capables de fournir. Skywalker, il est minable, au moins au début, 1000 watts. L'empereur, 10 millions de watts. Alors regardez, quand c'est maintenant, vous vous rappelez de cette scène aussi sur Dagobah, il essaie de sortir, d'abord Skywalker, puis Yoda, essaie de sortir le chasseur X-Wing de Skywalker du marais. Alors Yoda, il se concentre un peu, il sort, il le pose, c'est bien, tout va bien. Bon, Skywalker, il est baba, quoi. Et en même temps, Skywalker vient de montrer qu'il est capable de lâcher 1000 watts. Ça, c'est juste avant. La scène qu'on a vue, elle est juste avant celle-là. Donc il est pour l'instant, son niveau, c'est 1000 watts. On peut estimer aussi, je passe sur les détails, la masse du X-Wing, c'est comme une sorte de chasseur de combat moderne, peut-être un Rafale ou quelque chose qui fait une vingtaine de tonnes, une trentaine de tonnes. Il le soulève, on peut essayer d'estimer la vitesse à laquelle il le soulève dans le film, c'est peut-être un demi-mètre par seconde, ou quelques dizaines de centimètres par seconde. Et puis, dans la gravité de Dagobah qu'on ne connaît pas, mais on va faire l'hypothèse que c'est la gravité de la Terre. Eh bien, le petit calcul tout simple montre que Yoda, dans cette circonstance-là, il est en train de lâcher 100 000 watts. Donc on comprend que Skywalker, il n'y arrive pas. 1 kilowatt, il n'y arrive pas. Il faut 100 000 pour le soulever. Donc, Yoda y arrive, lui c'est facile, boum, il le pose. Yoda il s'est à peine concentré, quoi, hein. Il n'est pas à fond. On sent que Yoda il est plus fort que ça, il est plus que 100 000. Hein. Il est au niveau de l'empereur, Yoda. Mais là on voit que Skywalker n'a pas la bonne puissance, ne délivre pas assez d'énergie rapidement, suffisamment rapidement, et ne peut pas réussir à faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire sortir le truc. Et donc, ça permet de revenir sur notre monde réel, ce que sont énergie et puissance. Énergie et puissance, l'énergie en physique, c'est une quantité qui permet de quantifier la capacité que vous avez, vous, comme humain, mais vous comme système, ou qu'un système en général, un moteur de voiture ou je ne sais quoi, donc la capacité qu'un système a de faire des transformations. Si on veut, par exemple, construire cette table, eh bien, il faut payer l'énergie. Si on veut détruire cette table, il faut payer l'énergie. Si on veut chauffer cette table, il faut payer l'énergie. Si on veut la refroidir, il faut payer l'énergie. Si on veut la déplacer, il faut payer l'énergie. Si on veut la remettre au même endroit, il faut payer l'énergie.
Bref, il faut toujours payer d'énergie. Hein. L'énergie, c'est les impôts de la physique. Il faut toujours payer. Et si vous n'avez pas d'énergie, vous ne ferez pas le truc. Hein. Vous n'avez pas le truc. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir l'énergie. Ça n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir le bon débit d'énergie. Des joules, l'énergie c'est en joules, les joules par seconde, qui sont des watts. Il faut avoir le bon débit d'énergie. Ça, c'est très important. C'est comme aussi dans les maisons, par exemple. Vous avez 1 million d'euros sur votre compte en banque. Enfin, peut-être certains d'entre vous. Mais imaginez que vous avez ça. Là, vous dites, la vie est belle, quoi. Je vais pouvoir me construire une belle maison. La réponse est non. La réponse est non. Ça dépend à quel rythme vous pouvez sortir l'argent du compte. Parce que, en fait, cet argent, ce 1 million d'euros qui vous fait bien plaisir, vous allez avoir une belle maison avec, en fait, c'est votre vieille tante qui vous a légué ça. Et votre vieille tante, elle connaît vos capacités dépensières. Et elle a dit, il n'est pas question qu'il dilapide mon héritage. Et donc, par testament, je lui lègue mon million, mais j'impose qu'il ne puisse pas sortir plus de 100 euros par jour. Donc, vous avez le million. Vous avez l'énergie, a priori vous dites c'est bon, une maison avec 1 million, je pense, je vais pouvoir en construire une plutôt pas mal. Mais le débit d'énergie, les euros que vous pouvez sortir par jour, c'est que 100 par jour, c'est le testament qui a dit ça. Et avec 100 euros par jour, vous ne construirez pas une maison, parce qu'en France, personne bosse pour 100 euros par jour et construit des maisons. C'est tout simple. Donc il faut avoir à la fois l'énergie et le débit d'énergie. L'énergie et la puissance. Et là, la force, en fait, on peut comprendre que c'est plutôt une énergie. Ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie. Les Jedi, on ne sait pas comment ils font, mais ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie. Et les grands Jedi, les forts Jedi, ils sont capables de puiser beaucoup et rapidement dans ce réservoir, tandis que les Jedi plus minables ne piochent que lentement dans ce réservoir. Les grands Jedi, ils peuvent avoir une grande puissance. Les petits Jedi, ils ont une petite puissance. C'est ça la différence. Ils ont tous accès au même stock d'énergie qui est la force. Et là, on va en voir un maintenant qui est vraiment très très fort. Enfin, dans ce qu'il fait là, c'est très très fort. Il utilise son sabre laser, c'est dans l'épisode 1. La porte blindée, là, la grosse porte métallique qu'on voit ici, c'est refermé. De l'autre côté, il y a les 2 vice-rois. Il veut leur casser la figure. En tout cas, aller discuter avec eux. On sent qu'il est un peu agacé quand même, donc probablement leur casser la figure. La porte se ferme, il sort son sabre laser, il le plonge dedans, il touille un peu. Et au bout de quelques secondes, 3 secondes, 4 secondes, en tout cas pas plus que 5 secondes, la porte, elle fond. Ce bout-là de porte, là, ce morceau-là de porte, fond. Ça coule. Le métal de la porte est devenu liquide. Eh bien, on peut estimer la puissance du sabre laser. En fait, que fait le Jedi là? Il est en train de piocher dans son énorme réservoir d'énergie qui est la force. Il utilise le manche du sabre laser comme convertisseur d'énergie pour le convertir en lumière, et cette lumière, il s'en sert pour touiller la porte et faire fondre la porte. On peut calculer ça. Pour ceux qui savent la physique, c'est relativement simple. Pour les autres, je vais aller vite pour ne pas vous épuiser comme définitivement. Essentiellement, il faut estimer combien de kilogrammes de métal vous faites fondre et quel est ce métal que vous faites fondre. Parce qu'il va falloir chauffer le métal de la température ambiante, mettons 20 degrés, à la température de fusion. Si ce métal, c'est de l'acier, pour prendre un exemple, il faut monter à 1500 degrés. Donc ça coûte de l'énergie thermique, monter de 20 degrés à 1500 degrés. Et puis, il faut payer un bakshi, ça s'appelle la chaleur latente. Et il faut savoir combien il y a de masse d'acier. 1 kg d'acier, c'est plus facile à faire fondre qu'une tonne d'acier. Combien de tonnes d'acier j'ai là-dedans? Si j'ai de l'acier, eh bien, on peut estimer le volume qui est en train d'être fondu. Ce volume, comment je le sais? Je vois un cercle. Là, le cercle est ici, qui a l'air d'avoir un diamètre peut-être de l'ordre de 1 mètre. Et la grosse porte qui s'est fermée, elle avait une épaisseur peut-être de l'ordre de 1 mètre aussi. Donc vous vous rappelez tous du volume du cylindre, qui a 1 mètre de diamètre et 1 mètre d'épaisseur. Ça fait un volume qui fait à peu près 3/4 de mètre cube. Et comme l'acier, c'est 6 tonnes par mètre, 8 tonnes par mètre cube, ça fait 6 tonnes d'acier. Il fait fondre 6 tonnes d'acier en 3 secondes. Et on sait calculer, quand on est physicien, estimer, donner un ordre de grandeur de quelle énergie a-t-il fallu dépenser pour faire fondre ça. Et en divisant par le nombre de secondes qu'il a fallu pour le mettre dedans, on obtient la puissance. Et la réponse est? Oui, exactement. Exactement. Il referme une autre porte. Exactement. Mais donc, du coup, il fait fondre toutes les portes. Il a 2 ou 3 épaisseurs de portes. Et c'est cette épaisseur-là, tu as absolument raison. Ce qu'il faut compter, c'est l'épaisseur de toutes les portes à la fois.
Parce qu'il fait fondre toutes les portes en même temps, pas juste la première. Au début, il voit qu'effectivement, il fait tout de suite fondre la première. Et après, il rajoute des épaisseurs. Donc, quand on fait ça, la réponse est 1 milliard de watts. Là, il est en train de diffuser, d'envoyer sous forme de lumière 1 milliard de watts. Alors, 1 milliard de watts, c'est beaucoup. C'est pas parce que c'est 1 milliard, en fait. Hein. Par exemple, moi, il ne faut pas se laisser impressionner par les grands nombres. En physique, il faut regarder toujours l'unité. Donc, si on ne sait pas ce que c'est 1 watt, est-ce que c'est beaucoup 1 milliard de watts? C'est plus que 1 watt. Évidemment, 1 milliard, c'est plus que 1. Mais est-ce qu'un milliard de watts, c'est une grosse puissance? Il ne faut pas se laisser impressionner par les nombres, parce que, par exemple, ma taille, à moi, telle que vous me voyez là, je fais ma taille complète, 1 milliard 750 millions de nanomètres. Est-ce que je suis grand? J'ai dit 1 milliard 750 millions, pourtant. Bon, j'ai simplement utilisé une unité un peu idiote pour les tailles, qui est le nanomètre, le milliardième de mètre. C'est normal que je fasse 1 mètre, c'est 1 milliard de milliardième de mètre. C'est un truc simple à dire, mais il faut donc savoir ce que vaut l'unité. Alors on a dit tout à l'heure, 1 kilowatt, c'était un sportif de haut niveau quand il est sur son vélo et qu'il envoie vraiment du lourd. On a dit un TGV, c'était 10 millions de watts. Donc 1 milliard de watts, on comprend que c'est beaucoup. En fait, 1 milliard de watts, c'est la puissance produite par un cœur de centrale nucléaire. Centrale nucléaire, 4 réacteurs, touc, touc, touc. Un réacteur, 1 milliard de watts, qui tient dans un truc qui est à la taille du micro, quoi. Hein, regardez le manche sabre laser, c'est en gros la taille de ce micro. Et dedans, il y a un cœur de centrale nucléaire. Si c'est des piles, bon, on n'y croit pas trop. Quand on voit l'autonomie de vos téléphones portables, je dis vous parce que j'en ai pas, mais on se dit que la centrale nucléaire dans le manche, c'est pas tout de suite, quoi. Alors du coup, on comprend, c'est comme ça qu'on comprend que ce sabre laser, ça n'est pas un truc avec des piles dedans, c'est une machine qui transforme la force. Ça, c'est le Jedi, il récupère la force avec les midi-chloriens, on ne sait pas comment, il récupère la force. Et la machine sabre laser transforme en lumière. C'est une machine qui transforme la force en lumière. Dis-moi. Je suis absolument d'accord avec toi. Ça, c'est... T'as absolument raison. C'est une contradiction du film, c'est vraiment énervant. T'as absolument raison, je suis d'accord. T'as raison, j'ai rien à dire. T'as raison. Tu vois, c'est ça les sciences. Quand t'as un argument comme ça, tu dis, respect. Respect. T'as raison. Et je ne me moque pas de toi, hein. C'est sérieux, c'est une très bonne réflexion. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ça veut dire que je suis en train de raconter, c'est des bêtises. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de prendre la force parce qu'il y a un abruti de gars qui ne sait pas s'en servir et qui marche quand même. Donc c'est des piles. Mais c'est des piles, je peux te dire, donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on arrive à dire, c'est non, ça ne marche pas. C'est un film de science-fiction, donc ça ne marche pas. D'accord. Mais moi, je m'en fous de dire que ça ne marche pas. Ça ne m'intéresse pas de dire, ah, tout ça c'est de la merde, c'est nul, ils ont rien compris à la physique. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est essayer de faire de la physique avec. Mais tu as absolument raison. D'accord? Mais cool. Et donc, je reviens sur mon milliard de watts. Donc, imaginons que ça soit que les Jedi, qu'on n'ait pas vu l'épisode 7. Imaginons. Donc, il prend la force, il la met dans le sabre laser, et puis boum, ça fait un rayon lumineux. Bon. Alors, cette machine, elle transforme beaucoup d'énergie en beaucoup d'énergie de force, en beaucoup d'énergie de lumière. Bien. Les machines habituelles qui font ça sur Terre, par exemple un moteur, ça transforme l'énergie, un moteur de voiture, l'énergie chimique de l'essence en énergie mécanique de la voiture, en énergie de mouvement de la voiture. Et évidemment, toute l'énergie chimique de l'essence ne devient pas de l'énergie de mouvement de la voiture, seulement 20%. C'est une machine assez minable, le moteur de voiture. Le vélo, en revanche, transforme votre énergie musculaire, quand vous pédalez, en énergie de mouvement, par la mécanique du vélo. Le vélo est une machine très efficace. 90% de votre énergie musculaire devient de l'énergie de mouvement. Voilà une belle machine. Les moteurs électriques aussi sont très efficaces, qui transforment l'électricité en mouvement avec des rendements qui sont de l'ordre de 80-90%. La machine sabre laser, imaginons qu'elle transforme avec un rendement de 99,9%. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Il n'y a jamais aucune machine qui fait aussi bien sur Terre, dans nos machines à nous. Il y a 1 millième seulement de l'énergie qui est dissipée en chaleur. C'est ça qui se passe. Ce qui n'est pas transformé en énergie utile, ça finit en général en chaleur, en frottement et puis en chaleur. Donc 1 millième est perdu, 1 millième de 1 milliard de watts, ça fait 1 million de watts. Ça veut dire que le manche du sabre laser chauffe en prenant 1 million de watts. Et je peux vous dire que vous prenez un machin comme ça, où vous mettez 1 million de watts dedans, ça devient chaud, mais vraiment chaud et vraiment vite. Ça veut dire typiquement
1000 degrés de température. Donc le sabre laser, vous l'avez en main, vous appuyez sur le bouton, il s'allume, et vous le lâchez très vite parce que ça vous brûle les mains. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc il faudrait qu'il ait des gros gants. Il faudrait qu'il ait des gros gants. Et il faudrait qu'il ait des gros gants pour une autre raison aussi. Dis-moi, jeune homme. Oui. C'est pour ça qu'il a plus ses mains. Lui, il a allumé, bah, ça lui a brûlé les mains, il se fait couper les mains, il met des trucs métalliques, oh, ça va, tranquille. Ouais, t'as raison, pourquoi pas. Et t'as raison. Et alors, là, regardez, il tient son manche qui doit être très chaud, qui devrait, normalement, si la physique était respectée, il devrait être très chaud. Mais regardez, ça c'est du métal qui fond. C'est 1500 degrés. Il y a ses mains près de 1500 degrés. Ça s'appelle, en été, ça s'appelle un barbecue. On met des braises à 800 degrés, et on met le steak à 5 cm. D'accord ? Donc là, c'est très, 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 très dangereux de faire ça. Hein. Même si son sabre laser, il a des astuces, parce que, voilà, il a je sais pas quoi, il ne chauffe pas, c'est la magie des dieux. Bon, ben là, il devrait quand même, il a ses mains très, très proches. Hein. Et regardez avec ses yeux, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde ça. Hein. On ne fait jamais ça. On ne regarde pas les trucs brillants. Les sources lumineuses, pour faire ça, là. On peut le faire une fois, on n'est pas mort. C'est pas bien de le faire longtemps. Ça abîme les yeux. Trop de lumière qui rentre sur votre rétine, qui frappe votre rétine, ça abîme vos yeux. Regardez une source intense. Qu'est-ce qu'il y a comme source intense ? Le soleil, les ampoules. On ne regarde pas les ampoules. Les points de soudure. Les points de soudure, les soudeurs, ils mettent des grosses lunettes noires très épaisses pour voir ce qu'ils font sans s'abîmer les yeux. Donc là, en fait, pour que la scène soit réaliste physiquement, il devrait avoir des gros gants, genre gants de vulcanologue, et des lunettes de soudeur, pour que ce soit vraiment un plec. Hein. Vous voyez, donc, ce film est faux, c'est manifeste. Donc, vous voyez, le truc, c'est ça où c'est rigolo. Si on dit, moi, je m'en fous que ce soit faux. Enfin, on s'en fout que le film, il plaît. C'est pas parce que la science est bien traitée ou mal traitée dans le film que le film est intéressant ou que le film est inintéressant. Le film, il est intéressant ou pas, il est intéressant ou pas parce que l'histoire est bien, l'histoire est cohérente, l'histoire est plaisante. Et il y a des films avec de la science bien traitée qui ne sont pas très intéressants, ou des films comme celui-là où la science est mal traitée et qui sont intéressants. Et puis il y a des fois aussi des films où la science est bien traitée et qui sont intéressants. Et puis des films inintéressants où la science est mal traitée. Il y en a aussi, il y en a aussi pas mal, malheureusement. Il y en a pas mal aussi. Mais tout est possible et la qualité cinématographique n'a rien à voir avec la qualité évidemment scientifique du film. Mais vous voyez qu'on peut faire sur ce film une petite enquête scientifique, trouver la puissance d'un sabre laser, estimer un ordre de grandeur. Je ne vous dis pas, moi, au watt près, évidemment. C'est 1 milliard de watts, ça se trouve, c'est 900 millions, ou c'est 1 milliard 200 millions. Ce n'est pas très important. Ce qu'on veut, c'est l'ordre de grandeur, 1 milliard de watts, et réaliser que c'est un truc tellement énorme, qu'il devrait y avoir des choses qui se produisent, qui ne se produisent pas. Et c'est là où on rigole, parce qu'on ne se dit pas, évidemment, le sabre laser, ça n'est pas possible, et pour bien d'autres raisons, ça n'est pas possible, mais ce n'est pas grave, on rigole simplement en regardant ça. Alors je vais finir avec une ou deux planètes, pour aller un peu vite quand même, pour ne pas vous épuiser définitivement. La planète Mustafar, une planète qu'on voit depuis l'espace, là, qui est une planète où ils font les deux Jedi à la fin, Anakin et comment il s'appelle, Obi-Wan, font la bataille du sabre laser. Une planète où il y a de la lave, c'est l'enfer, quoi. Cette planète, elle veut symboliser, disons, quelque chose comme l'enfer. Et vue de l'espace, voilà comment elle est représentée, où on voit de la lave partout. Alors cette planète, elle évoque deux choses. Elle évoque d'une part peut-être la Terre ou quelque chose comme la Terre en formation. La planète Terre et les planètes du système solaire sont formées par agrégation de matière sous l'effet de la gravitation. Et de la matière qui tombe sur de la matière, eh bien, ça fait un choc qui va dissiper de l'énergie sous forme de chaleur. Et la Terre, on sait que, on pense plutôt que la Terre, dans ses premiers instants, si j'ose dire, au moment où elle se formait, dans les quelques millions d'années qui ont nécessité sa formation, eh bien, la Terre devait être quelque chose qui était liquide, par tous les objets qui lui tombaient dessus et qu'elle attirait en fait avec sa gravité, qui lui tombaient dessus et qui, l'énergie du choc, craquait la surface et fondait la surface. Donc ça pourrait être la Terre non pas en formation, mais en train de se solidifier, parce qu'à un moment donné, la matière susceptible de tomber, de nourrir l'agrandissement de la Terre, c'est tari. Cette matière, il n'y en avait plus, le système solaire était entre guillemets vide, il n'y avait plus que les planètes, les 8 planètes qu'on connaît, puis quelques petits débris. Eh bien, la Terre a commencé à se refroidir et du coup peut-être apparaissait comme ça dans cette époque-là. Ça peut évoquer aussi autre chose. Voilà le satellite Io, un satellite de Jupiter. Et sur ce satellite Io, on voit deux choses intéressantes. On voit ça, qui est agrandi ici, et on voit ça, qui est agrandi ici. Ces deux choses qui sont là, ce sont des éruptions volcaniques à la surface de Io. Io est le seul endroit, à part la Terre, où il y a des éruptions de roches liquides.
d'accord, de roches liquides. Il n'y a que la Terre, il y a des volcans sur Terre, il y a des volcans sur Io. Ça, c'est une éruption volcanique. La taille de Io, c'est à peu près la taille de la Lune. Donc ce truc-là fait des dizaines de kilomètres d'altitude. La portée, là, c'est des centaines de kilomètres. Là, on voit le panache vu de dessus. C'est comme si on était au-dessus, on voyait le volcan comme ça. On voit ici, ce qui est ici, là, c'est l'ombre. Ça, ici, c'est l'ombre du panache qui sort du volcan. L'ombre que l'on voit à la surface de Io. Eh bien, Io, elle a des volcans actifs à sa surface. On a vu des éruptions qui se sont arrêtées, qui ont repris. Elle a des volcans actifs, et ça résulte du fait qu'elle est en orbite autour de Jupiter et qu'elle subit les forces de marée de Jupiter. Sur Terre, les forces de marée de la Lune et du Soleil font déformer la Terre, d'abord les océans, qui sont fluides, mais déforment aussi la croûte terrestre. À Rissorangis, ce n'est pas facile de voir que la marée est haute, faute d'océan sous la main. N'empêche qu'avec des mesures habiles, on pourrait mesurer l'élévation de la croûte terrestre quand la marée est haute à Rissorangis. Et ça monte de 30 cm. Pas que Rissorangis, Évry aussi, Draveil, tout le quartier, la France entière, l'Europe entière. Donc tout ce petit monde monte de 30 cm, c'est-à-dire que la Terre se contracte et se dilate d'une trentaine de centimètres, là où les océans font plusieurs mètres, parce que les océans sont liquides, sont souples d'une certaine façon, sont plus élastiques. Eh bien, les forces de marée de la Terre sur la Lune, ça déforme la Lune de 1 mètre. Et plus, parce que la Terre, elle est plus massive. Elle a une gravité plus forte que la Lune. Et puis les forces de marée de Jupiter sur Io, ça déforme Io de 100 mètres. C'est-à-dire que vous prenez Io, qui est comme la Lune, une petite sphère comme la Lune, elle est écrabouillée, relâchée, écrabouillée, relâchée, écrabouillée, relâchée par les forces de marée de Jupiter, et que ça, écrabouillé, relâché, c'est comme quand vous jouez au squash, vous tapez dans la balle, elle est écrabouillée, elle rebondit, elle est écrabouillée, elle revient, elle est écrabouillée, elle rebondit, elle est écrabouillée, relâchée. Et ceux qui jouent au squash, vous avez dû remarquer que la balle, à la fin, au bout de 10 minutes, un quart d'heure de jeu, elle est chaude, la balle de squash. Au début, elle était à température ambiante, à 20 degrés. Au bout d'un quart d'heure de jeu, elle est chaude, la balle de squash. À cause des frictions internes qui sont dues à écrasement, relâché, écrasé, relâché par tous les chocs qu'elle subit sur le mur, sur la raquette. Et bien là, même chose, là, ce n'est pas une balle de squash, mais c'est la même idée. Il y a une force, ces forces de marée de Jupiter qui écrabouille, relâche, Io. Et à la fin, Io est plus chaude à l'intérieur qu'elle ne devrait être, vu sa petite taille. Et comme elle est plus chaude, il y a des roches liquides, il y a des parties liquides, des craquellements à sa surface par laquelle ça peut sortir, d'où les éruptions volcaniques. Peut-être, Mustafar subit des forces de marée lors de deux choses, soit d'une planète géante autour duquel elle est en orbite, comme Io et Jupiter, soit de son étoile, elle est très proche de son étoile, et du coup ça explique aussi pourquoi il y fait chaud, elle est proche de l'étoile, donc elle reçoit beaucoup d'énergie lumineuse, et en même temps les forces de marée sont plus importantes, et donc elle est mâchée par ces forces de marée. La planète Mercure, on voit des craquellements dus aux forces de marée de Mercure du Soleil sur Mercure. C'est pas au point, il y a des éruptions volcaniques sur Mercure, mais il y a ces forces de marée dont on voit les effets sur la croûte de Mercure. Il y a la planète Hoth aussi, avec cette planète de glace. Cette planète de glace, ça ressemble tout à fait à la Terre. Il y a eu deux périodes dans le passé où on est sûr que la Terre était presque entièrement couverte de glace, qu'on appelle en anglais Snowball Earth, la Terre boule de neige ou boule de glace. Il y a 635 millions d'années, il y a 700 millions d'années. Les continents, vous ne les reconnaissez pas, parce qu'à ces époques, les continents n'étaient pas aux endroits que l'on connaît maintenant. Il faut penser pour le Pacifique, l'océan Atlantique, par exemple, n'existait pas il y a 200 millions d'années. Les deux plaques américaines, la plaque africaine et la plaque européenne étaient soudées. Il n'y avait pas d'océan Pacifique il y a 200 millions d'années, par exemple. D'océan Atlantique il y a 200 millions d'années. Et la Terre est passée par deux épisodes où elle était presque entièrement recouverte de glace, pas totalement, parce que sinon la vie de surface aurait eu des graves problèmes. Il y a de la vie de surface qui est restée, mais on a des preuves géologiques, ce n'est pas une vision comme ça. Il y a des indices géologiques qui montrent que la Terre est passée dans ces aires-là. Donc, la planète Hoth pourrait être la Terre dans un épisode de Snowball Earth, dans un épisode de glacé comme ça. Elle ne doit pas être complètement gelée. On sait qu'elle n'est pas complètement gelée, on déduit qu'elle n'est pas complètement gelée, la planète Hoth, tout simplement parce qu'à la surface de Hoth, il y a les Tauntauns, vous vous rappelez, l'espèce de grosses bestioles sur lesquelles montent les rebelles. Si ces bestioles sont des bestioles indigènes, ce n'est pas les rebelles qui les ont amenées de l'extérieur, elles étaient là vraiment, elles sont développées, on dirait des herbivores, quelque chose qui ressemble à des herbivores, donc il doit y avoir un peu d'air de temps en temps. Donc il va y avoir des saisons et peut-être des zones dégagées. Comme les rennes, pensez les rennes, ils vivent dans des régions où il fait plutôt froid en général. Ils ne mangent pas grand-chose en hiver, ils mangent des écorces d'arbres, ils mangent des lichens. Puis en été, ils se gobergent avec l'herbe. Et puis après, ils font des réserves de graisse pour passer l'hiver. Donc
Les tauntauns pourraient faire un peu la même chose que les rennes qui sont dans les latitudes élevées sur Terre. Et puis, il y a aussi les Wampas, cette espèce de gros yétis blancs qui mangent les tauntauns, probablement, en plus des Skywalkers, et qui, eux, sont manifestement des carnivores. Donc, il y a une sorte de petite chaîne alimentaire où il y a de l'herbe ou quelque chose comme des végétaux qui sont mangés par les tauntauns. Donc, ces végétaux, il faut qu'ils apparaissent de temps en temps. Donc, toute hôte ne peut pas être complètement glacée. Mangés par les tauntauns mangent l'herbe et les Wampas mangent les tauntauns et les Skywalkers. Et puis, est-ce que je fais encore Geonosis? Non, sinon ça va être trop long. Je vais finir sur ça, je ne vais pas vous épuiser. Il y aura des questions, je vais aussi vous avez des questions. Voilà, je voulais vous montrer cette image, qu'elle est quand même assez classe. On aimerait, alors d'abord, voilà, honneur à R2D2 et à 6PO. Les deux qui sont en train de regarder une galaxie comme ça de l'extérieur, on a l'impression que c'est extraordinaire. Évidemment, pour nous, ça voudrait dire sortir de notre galaxie, franchir des centaines de milliers d'années-lumière, alors qu'on a bien du mal déjà à aller sur Jupiter, qui est à quelques heures-lumière, à 1 heure-lumière à peine. Là, c'est des centaines de milliers d'années-lumière. Ça paraît assez difficile à faire. En fait, on a des images de galaxies vues de l'extérieur. L'astronomie fournit des images de galaxies vues de l'extérieur qui ressemblent, disons, en gros à celle-là. Cette image-là, elle est un peu, il y a des aspects un peu curieux, mais elle est pas mal. Et donc, on a vraiment, avec Star Wars, on a vraiment un autre point de vue sur l'univers de la physique. On a bien compris, je pense, vous avez bien compris que la physique est dans Star Wars, les sciences dans Star Wars ne sont pas correctes, évidemment. Ils ne cherchent pas à faire un documentaire scientifique. Mais j'espère vous avoir convaincu qu'on peut s'en servir comme prétexte pour parler de sciences, pratiquer les sciences, pour finalement mieux comprendre la seule chose qui fait sens pour nous, qui est intéressante pour nous, qui est notre monde, évidemment, le monde de Star Wars. Bon, hein, c'est du Star Wars, c'est de la science-fiction. C'est plaisant, mais ça n'apporte rien sur le monde. Mais ça peut servir de prétexte pour parler de science et pratiquer les sciences. Ça veut dire se poser des questions sur le monde que l'on observe, Star Wars, ou notre monde, essayer d'y répondre en suivant une méthode scientifique, des connaissances scientifiques, parce que l'on sait ou ce que les autres savent. Donc un endroit comme ici, le Placilab, il y a des gens qui savent des éléments de science, de technique, d'ingénierie, qui peuvent répondre à vos questions. Demandez à vos professeurs, à vos parents. Google est votre ami, paraît-il. Vous vous débrouillez, mais vous essayez de répondre aux questions qui s'ouvrent, qui éveillent votre curiosité. Toi, tu m'as l'air bien curieux comme jeune homme, c'est très bien, je te félicite, tu t'intéresses au monde, tu te poses des questions. Et bien c'est comme ça, en se posant des questions, en essayant d'y répondre. Alors des fois, on se trompe, des fois on n'arrive pas, c'est compliqué. Mais si en faisant ça, vous avez tous appris à marcher en vous cassant la figure des milliers de fois, vous n'avez plus souvenir de ça, heureusement, sinon ce serait une souffrance pénible. Enfin, les gamins parlent de souffrir, mais quand même, ça serait un peu déprimant. Eh bien, c'est comme ça qu'on apprend aussi à faire des sciences, et en essayant de marcher scientifiquement, en se cassant la figure de temps en temps, mais en se relevant à chaque fois, parce que finalement, on ne se fait pas bien mal, en étant bien guidé, et on arrive à mieux comprendre, avoir un autre regard, un autre point de vue sur l'univers. Merci de votre attention, merci de votre participation, et je suis disponible pour des questions. Alors, on va poser, il nous reste encore un petit peu de temps, on va poser quelques questions à Roland, qui va boire un petit peu avant, parce que... Voilà. On va donc passer le micro pour que tout le monde entende bien les questions. Qui va poser la première question? C'est toujours la plus difficile. Alors, moi, je voulais revenir sur l'épisode de l'Empereur, où on a dit que c'était une drag queen, en fait. Et ouais, mais bon, on peut imaginer que le reste du costume... Et donc, pour épargner un peu notre esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que, plutôt en utilisant la force, il soit en lévitation pour se protéger? On pourrait imaginer ça. Alors, bonne remarque. On pourrait dire, peut-être qu'il ne touche pas... Oui, ce micro ne marche pas, merci. Peut-être qu'il ne touche pas le sol, il est en lévitation au-dessus du sol. Alors simplement, on a dit que entre sa peau, disons, et le sol, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus isolant que 3 mètres d'air. Et donc, il ne peut pas être en petite lévitation. Il faut qu'il soit en lévitation à 5 mètres ou à 6 mètres. Je dis 3 mètres parce que ou 4 mètres, c'est en gros la taille des éclairs qu'on a estimé. Donc c'est possible, il faudrait qu'il soit beaucoup plus haut au-dessus du sol. Mais du coup, comme il monte au-dessus du sol, il y a aussi plus de 3 mètres, donc c'est compliqué. Mais ça serait une possibilité de s'isoler du sol par la couche d'air. L'air est un isolant. Mais
comme il cherche précisément à être plus isolant que 3 ou 4 mètres d'air, alors ça ne marchera pas. Voilà ce que je dirais. Monsieur. Merci. Je voudrais aborder un sujet qui n'a pas été cité, ce sont les voyages dans l'espace et le temps qu'on passe à voyager. Quand on voyage en voiture, on prend du temps pour aller d'un point A à un point B. Et là, au niveau de la science, a priori, on serait bloqué par la vitesse lumière. C'est la science qui nous l'impose, et j'aimerais savoir comment la science arrive à dépasser ce problème ou à trouver ou à solutionner ce problème. Alors effectivement, dans Star Wars, d'abord, ils montent de leurs vaisseaux spatiaux, ils sont sur Dagobah, ils sentent une vergence dans la force, hop, il est dans la cité des nuages, 10 minutes plus tard, et il commence à faire ses plans. Donc il se déplace d'une planète à une autre, d'une étoile à une autre, en pratique, à des vitesses probablement extraordinaires, enfin on ne sait pas comment ils font. Alors vous avez parfaitement raison, en physique moderne, la vitesse est limitée par la vitesse de la lumière. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Plutôt, il existe une vitesse indépassable, on peut montrer qu'il existe une vitesse indépassable, il se trouve que il semble que ce soit la vitesse de la lumière. Alors on peut quand même s'arranger un peu, parce que comme vous le disiez fort justement, quand on volait de Paris à Marseille, par exemple, on dit qu'on veut y aller vite. En fait, pourquoi on dit ça? En fait, ce que vous voulez, c'est pas aller vite de Paris à Marseille. Vous en foutez d'y aller à grande vitesse. Ce que vous voulez, c'est d'y aller en un temps qui est court. C'est ça que vous faites votre remarque, ça prend un certain temps. Ça, c'est le point important. Alors, vous allez me dire, mais il se fout de notre gueule, parce que quand je vois que la distance de Paris à Marseille, c'est, 800 km, et que le temps pour y aller, ça va être la distance divisée par la vitesse. Quelque chose comme ça. Donc, pour que la distance, qui est 800 km, ça change pas. Vous pouvez passer par Bordeaux, mais là, d'accord, on va passer par Lyon, on fait le chemin normal. Vous prenez 800 km, et ça c'est fixé, et vous divisez par la vitesse, et plus votre vitesse sera grande, plus la durée, la distance sur la vitesse sera petite. Donc on comprend que ça soit presque équivalent finalement, dans cette point de vue-là, de dire je vais vite et j'y vais en un temps court. Parce que grande vitesse, ça veut dire durée courte. Sauf que, en physique moderne, en gravitation moderne, dans le cadre de la théorie dite de la relativité générale d'Einstein, l'espace est quelque chose qui est déformable. Alors, pas l'espace entre Paris et Marseille, parce que l'espace entre Paris et Marseille, c'est la Terre, c'est pas l'espace, c'est la matière, c'est la Terre. Mais imaginez à franchir 800 km dans l'espace libre, dans le vide, vous êtes quelque part dans le système solaire, il y a 800 km à franchir, vous pourriez y aller en vous déplaçant le plus vite possible pour que la durée de franchissement soit la plus courte possible, mais dans le cas de la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'espace est déformable. En fait, l'espace est déformable, c'est parce que dans ce cadre de la théorie d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation n'est plus une force, comme chez Newton, c'est une manifestation de la déformation de l'espace. Donc si vous savez déformer l'espace, vous pouvez réduire les distances, et un autre moyen d'aller en un temps bref de Paris à Marseille, c'est de prendre Marseille, de tirer Marseille, de faire un pas très lentement et de lâcher Marseille. Et vous avez déplacé très lentement, mais vous avez réduit la distance. Encore une fois, sur Marseille, l'exemple n'est pas très bien choisi dans la mesure où c'est sur la Terre, et la Terre n'est pas déformable. C'est un solide qui est peu déformable, on va dire. Mais dans l'espace libre, on peut déformer l'espace, et la manifestation de cette déformation, ça s'appelle la gravité. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'elle se déplace en ligne droite, ce qu'on appelle une géodésique, une ligne de plus court chemin, dans un espace qui est déformé par la présence du Soleil. La Terre elle-même déforme l'espace autour d'elle, et la Lune se déplace en ligne droite dans l'espace déformé par la présence de la Terre. Et si vous êtes capable de déformer l'espace, sensiblement, vous voyez, c'est un petit effort quand même, vous le déformez, vous avez une masse, donc vous déformez un peu l'espace autour de vous, mais pas beaucoup, pas assez en tout cas pour faire des effets spectaculaires. On pourrait imaginer se déplacer en déformant l'espace, et en allant à des vitesses tout à fait normales, enfin un peu rapides tant qu'à faire, mais il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire. La difficulté, elle est transposée de aller vite à déformer l'espace. Et pour déformer l'espace de manière un peu utile, un peu à la mode de Star Wars, disons, ou Star Trek, il faut être capable de manipuler des quantités de matière très importantes dans des volumes très petits. Et ça, typiquement, ça s'appelle un trou noir. Si vous savez manipuler des trous noirs, alors on peut commencer à faire des trucs un peu cool pour se déplacer vraiment efficacement dans l'espace. Le problème, c'est d'en avoir un sous la main déjà,
et puis de ne pas avoir trop d'ennuis avec lui, et puis de le manipuler, de le mettre devant, de faire des plans avec lui ou d'autres, parce que un, c'est peut-être pas suffisant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est pensable, cette déformation, cette propagation par déformation de l'espace. Dans Star Trek, ils appellent ça warp drive, et les physiciens ont appelé ça warp drive, le déplacement par déformation. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est pas facile. On pourrait imaginer, pour vous dire qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, je peux vous montrer un exemple. Imaginez une surface, une toile, parfaitement horizontale, élastique, sur laquelle vous posez une bille. Elle est là, la bille. Vous voulez déplacer cette bille sans la toucher. Vous mettez votre doigt à côté et vous enfoncez un peu la toile. Ça va créer un petit creux et la bille, elle va se déplacer. Imaginez que vous déplacez vite votre doigt comme ça et la bille va se déplacer dans les petits creux que vous créez, les uns après les autres. Elle va se déplacer, vous n'avez pas touché, elle n'a pas de moteur, elle n'a rien du tout. C'est ça l'idée. Mais transposé dans l'espace. Monsieur. Excusez-moi, vous avez abordé tout à l'heure la question de la quantité d'énergie nécessaire pour faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur qu'il faudrait, de l'énergie qu'il faudrait pour faire ce que vous venez de décrire? Je n'ai pas la valeur en tête, mais l'idée, c'est d'être capable de manipuler des densités de masse importantes, donc des choses qui ressemblent à des trous noirs, donc c'est des densités considérables, et donc des énergies considérables. Et très 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 au-delà de nos capacités actuelles, bien entendu. Enfin, je veux dire, c'est des nombres que je n'ai pas en tête, mais qui sont, à mon avis, très 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 au-delà de ce qu'on sait manipuler actuellement. Sans même parler même, au point de vue de l'énergie, sans même parler du fait d'être capable de manipuler un trou noir. C'est l'énergie à mettre en œuvre. Déjà, l'énergie à mettre en œuvre pour faire un voyage interstellaire normal, avec un vaisseau normal, qui aurait 1000 tonnes de charge utile. Donc ça veut dire qu'il y a plein de robots, il n'y a pas d'humains dedans, c'est pas assez gros. 1000 tonnes de charge utile, il y a plein de robots, des sondes, des antennes, des caméras, plein de trucs pour communiquer avec la Terre. Ça, il y a tout ça, 1000 tonnes de charge utile. Et pour qu'un vaisseau comme ça, il atteigne Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, en une cinquantaine d'années, c'est-à-dire que ce vaisseau voyage en gros à 1/10 de la vitesse de la lumière, ce qui est pas mal du tout au regard de ce qu'on sait faire maintenant, mais qui est 1/10 de la vitesse de la lumière, vous voyez, c'est pas encore Star Wars. Eh bien, pour faire ça, il faut communiquer en énergie de mouvement à ces 1000 tonnes l'équivalent de l'énergie consommée par toute l'humanité en une année. C'est-à-dire que vous coupez tous les machins vous coupez tout ça, au lieu d'éclairer, de vous chauffer, de faire rouler au lieu de faire tout ça, vous faites rien, et vous faites un gros tas de cette énergie, vous le mettez dans les 1000 tonnes, je passe à les détails techniques, et hop, vous avez un truc minable qui va mettre 50 ans pour... Enfin, voilà, donc c'est des énergies, mais titanesques, qu'il faut mettre en œuvre si on veut faire des choses comme on voit dans Star Wars, enfin, le mouvement dans l'espace aussi aisément et aussi rapidement, aussi facilement qu'ils le font. C'est des énergies absolument titanesques. Donc, encore une fois, l'énergie, c'est bien la mesure de votre capacité à faire des choses. Hein. Et si vous n'avez pas l'énergie, vous ne ferez pas le voyage interstellaire, c'est tout. Il y a l'énergie et après il y a le débit. Si vous avez l'énergie mais vous débitez trop peu, vous avancerez lentement. Vous mettrez des milliards d'années. Donc il faut énergie et débit d'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs, en retournant maintenant sur Terre, c'est pour ça qu'on peut se demander qu'est-ce qui fait que finalement, quand on voit plutôt l'énergie dont dispose l'humanité, et surtout le rythme auquel elle le débite, l'humanité c'est à peu près 10 terawatts, ça veut dire 10 000 milliards de watts. Voilà la puissance de l'humanité, la puissance moyenne de l'humanité. 10 000 milliards de watts dans toutes les machines qu'on utilise. Et à l'échelle, c'est pas par jour, c'est des joules par seconde, donc c'est 10 000 milliards de watts tout le temps. Toutes les secondes de tout le temps. Tout le temps. 10 000 milliards tout le temps. Bon, quand on voit ça, ça se compare, où l'énergie dont dispose l'humanité en une année, on peut calculer combien ça fait en un an, donc vous multipliez 10 000 milliards par le nombre de secondes qu'il y a dans un an, ça fait beaucoup de joules. Ça se compare à des énergies sismiques, ou des énergies de volcans. C'est-à-dire que l'humanité, en une année, dispose d'une énergie qui est comparable à ce qu'on appelle les forces de la nature. Sauf qu'elle la dissipe en une année, là où les forces de la nature, un volcan, ça se fait en quelques jours, un tremblement de terre en fraction de seconde. Donc une fraction de seconde, grande puissance. Donc un tremblement de terre, il délivre beaucoup en un peu de temps, il casse tout. L'humanité, elle délivre beaucoup en un an, elle ne casse pas tout. Mais ça finit par foutre la merde. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'à regarder. D'accord ? À la fin, il n'y a qu'à regarder. Donc l'humanité, si elle est capable d'agir au niveau planétaire, et si elle transforme la planète, son atmosphère, elle fait des tunnels sous la Manche, elle crée des villes, des routes, des ponts, des machins, enfin,
Si l'humanité est capable d'agir sur la Terre à l'échelle de la Terre, c'est parce qu'elle dispose d'une énergie qui est comparable à l'énergie d'une qu'on appelle force de la nature. Un machin qui modèle la Terre. Alors simplement, éruptions volcaniques ou séismes se font sur des échelles de temps beaucoup plus courtes que l'humanité. Donc le débit d'énergie est beaucoup plus grand, leur puissance est beaucoup plus grande, et donc ça fait des manifestations locales beaucoup plus graves. Ça casse la croûte de la Terre, ça fait des failles, ça déplace un bloc continental. Nous, on a l'énergie pour déplacer un bloc continental. Mais on la délivre en une année, donc c'est trop lent. Oui, donc l'humanité saurait faire ça. Pousser un continent. On a l'énergie pour ça. C'est pas ce qu'on en fait, c'est pas souhaitable de le faire, on s'en fout, mais elle fait d'autres trucs. Donc voilà, ça c'est un point important comme cette affaire d'énergie, c'est réaliser que dans Star Wars, Star Trek, dans tous ces films de science-fiction, quand on essaie de chiffrer l'énergie ou la puissance nécessaire pour faire ce que l'on voit, c'est toujours des nombres, mais colossaux, à chaque fois. Et donc, si on n'a pas la machine qui fait ça, on ne le fait pas. Et en retour, on constate qu'on est minable par rapport à eux. Ce qui nous rend minable par rapport à eux, ce n'est pas de la physique qui nous manque. Les ingénieurs de l'Empire ou de la rébellion, ils n'ont pas de la physique mieux que nous. Tout ce qu'ils font, on peut le comprendre essentiellement avec notre physique. Éventuellement des choses un peu spéculatives, et pas trop spéculatives. Ce n'est pas tellement la physique qui nous manque, c'est les moyens de notre politique, l'énergie. Voilà. Et dans une perspective où il n'y aura plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, voilà, je vous laisse penser à ça, vous allez voir, nos moyens s'y vont s'agrandir. Et comprendre les 30 glorieuses, ça se comprend trivialement à l'aune de notre capacité à consommer d'un coup beaucoup d'énergie. Et donc faire beaucoup de transformations. Par exemple, construire des îlots de bagnoles et les vendre pas cher, construire plein de produits manufacturés pas chers, etc. D'accord ? Donc toute l'histoire de l'humanité peut s'écrire en termes de combien d'énergie par humain. Et comprendre les grandes ruptures, c'est des ruptures essentiellement énergétiques. À chaque fois, le feu, les machines thermiques, disons, passer des machines à bras aux machines à vapeur, éventuellement pétrole, etc. Et surtout le pétrole, quoi, où là, c'est une densité d'énergie encore plus grande que le bois. Donc voilà, c'est un vrai point important. Ce point d'énergie, énergie et puissance, c'est un point très très important. Dans les Star Wars, pour comprendre qu'on ne sait pas le faire, et c'est à cause de ça, c'est pas par manque d'intelligence. Monsieur ? Il y a un certain temps, aux États-Unis, il y a eu une pétition pour faire construire une étoile noire par les États-Unis. Et comme ils ont recueilli en plus suffisamment de signatures, Barack Obama a été obligé de répondre. Je vous laisserai aller voir la réponse. Grosso modo, il a dit que c'était pas possible. Mais s'il avait dit oui, parce que vous avez dit qu'on avait pu estimer la taille, est-ce qu'on pourrait en estimer du coup la masse d'acier et savoir est-ce qu'on a assez de minerais sur Terre pour le faire ? Oui, effectivement. L'estimation de la masse, de la taille de l'étoile de la mort, elle se fait, je ne vais pas le faire là, mais on peut estimer que c'est quelque chose comme 450 km de diamètre. Donc un objet qui est un gros objet, qui est comme une lune, une petite lune, un astéroïde. Le plus gros astéroïde, c'est Cérès, qui fait 900 km. Le deuxième, c'est Vesta. C'est à peu près la taille de Vesta, en fait. À 450 km de diamètre, c'est Vesta. Ça commence à être un objet pas mal. Ça pèse. Évidemment, il n'y a pas que du métal dedans, il y a aussi de l'air, mais ça doit peser pas mal. Bon, je ne parle même pas de la façon dont ça se déplace et de la machine qui alimente le turbolaser, parce que pour casser une planète, je peux vous dire, il faut aussi envoyer du lourd. Donc voilà, il y a un problème de moteur à l'intérieur, enfin de machine à l'intérieur. Mais oui, évidemment, un astéroïde, c'est beaucoup. Et évidemment, la Terre est beaucoup plus grosse. La masse de tous les astéroïdes ensemble, c'est beaucoup moins que la masse de la Terre. C'est genre un tiers de la masse de la Terre. Donc si vous êtes capable de ronger la Terre jusqu'à l'os, il y a largement assez de métal pour faire l'étoile de la mort, mais largement assez. Évidemment, nous, la Terre, on n'en est qu'à la surface. On épluche l'écorce de la Terre. Hein, le premier, même pas, je ne vais même pas dire le premier kilomètre, c'est les 100 premiers mètres ou 200 premiers mètres en moyenne. Et c'est complètement ridicule au regard de la taille de la Terre. Donc si vous imaginez que vous n'êtes capable d'exploiter que les, mettons, 200 premiers mètres de la surface de la Terre, il n'y a pas assez de minerais, mais de loin, pour faire l'étoile de la mort. Et je ne parle pas de la machine à l'intérieur qui est là pour nourrir le turbolaser. Cette machine, on peut estimer sa puissance aussi justement quelque chose comme 100 000 soleils. 100 000 fois la puissance rayonnée par tout le Soleil dans un machin qui fait 450 km de diamètre, alors que le Soleil fait 700 000 km de rayon. Donc ça veut dire qu'il y a une sacrée machine d'enfer qui tue, quoi. Un truc de ouf. Donc il y a d'autres problèmes qui se posent pour l'étoile de la mort. Mais oui,
il y a évidemment des problèmes de ressources. On parlait de ressources énergétiques. Après, il y a aussi les machines, elles se font avec de la matière, et il faut que la matière soit là. Enfin, les métaux, ce qu'on veut soit là. Monsieur ? J'ai une première remarque et puis une question. La première remarque, il y a un film que les plus anciens connaissent qui s'appelle Planète Interdite, où il y a, pour ceux qui s'intéressent, ils pourront regarder la scène finale, où il y a un rapport à l'énergie qui est assez bien symbolisé de l'époque. Donc le film date de 1956, où il y a une série de vues-mètres dans une pièce et qui multiplie l'énergie par 10 à chaque fois dans la scène finale. Donc je vous conseille de le regarder parce que ça donne une petite idée. Vous parliez de la fonte de la porte tout à l'heure, il y a une scène finale équivalente où une créature qui vit par la planète fait fondre cette porte, et là vous avez un rapport à l'énergie quand même assez bien symbolisé. Voilà, je vais être un peu plus court. La deuxième question, on essaye de faire des accélérateurs de particules. Il y avait eu des polémiques sur le risque de créer un trou noir sur Terre. Donc est-ce qu'on est capable réellement de créer un trou noir sur Terre qui pourrait tout aspirer en une fraction de seconde, comme le disent un certain nombre de sites ou de... Voilà. Le coût du trou noir qu'on pourrait créer par collision de particules, c'est-à-dire en mettant beaucoup d'énergie et de masse dans un tout petit volume pour faire un mini trou noir, ce ne serait pas un trou noir stellaire. Un trou noir stellaire, c'est-à-dire qu'il fait la masse du Soleil ou quelques fois la masse du Soleil. Ça, il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Par contre, un tout petit machin, il faudrait mettre une énergie considérable. Il faut réaliser que le LHC, l'accélérateur de particules du CERN, l'énergie qu'il atteint, c'est 10 milliards d'électronvolts, 10 000 milliards d'électronvolts. Dans une unité d'énergie, l'électronvolt, il n'y a pas besoin de savoir ce que ça vaut, c'est pas grave. 10 000 milliards d'électronvolts par particule. Il y a des particules cosmiques qui frappent la Terre tout le temps, et dont certaines atteignent 10 puissance 20 électronvolts. Ça veut dire 100 milliards de milliards, donc beaucoup plus, à peu près 10 millions de fois plus que les particules qui sont créées dans l'accélérateur du CERN, et tout se passe très bien. Donc tranquille. Au CERN, enfin, je veux dire, ça c'est un argument expérimental. Après, il y aurait tout un développement théorique à faire éventuellement, mais donc il n'y a pas de problème particulier. Effectivement, on pourrait espérer, en faisant des collisions à des énergies fantastiques entre particules, créer un mini trou noir, mais dont on pense, ça c'est l'idée proposée par Stephen Hawking, que cet objet va très rapidement perdre sa masse, va rayonner, va être à peine créé, détruit tout de suite. Donc il n'a pas de chance non plus, même si vous aviez un mini trou noir qui pèse la masse d'une montagne. Donc ça veut dire que ça paraît assez massif, mais ça fait la taille d'un électron, donc c'est un truc microscopique, mais vraiment microscopique. Ça fait un milliardième de mètre en taille. Et bien un truc comme ça, ça dure des fractions de seconde. Il rayonne une énergie considérable et il dure une fraction de seconde. Donc il n'a pas le temps de... Enfin, il est à peine créé, il est détruit. Et vous reprenez sous forme de rayonnement l'énergie que vous avez mis dedans, quoi. Voilà. Donc c'est pas tout de suite qu'on va réussir à jouer les trous noirs, les fabricants de trous noirs. C'est pas fait encore. Il y a encore des questions? Jeune homme. Tiens. C'est pour venir à tout à l'heure sur l'entraînement de Luke avec Yoda où il fait soulever les caisses. À mon avis, il doit en faire beaucoup plus que 1000 vu que déjà il est en position, il fait de la gymnastique en même temps. Du coup, il ne doit pas être très précis. T'as raison. Ça veut dire effectivement il fait deux efforts à la fois. T'as raison. Moi j'ai regardé l'énergie qu'il fallait juste pour soulever les caisses. La puissance, les 1000 watts, c'est pour soulever les caisses. Après il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne son équilibre. Donc en plus il faut peut-être qu'il rajoute des watts pour tenir. Moi j'ai considéré que c'était moins intéressant d'estimer ça, parce que moi ce qui m'intéressait c'était les caisses. C'était ça l'exercice. C'était pas tenir à l'envers, ça on sait le faire. Moi je sais le faire, l'arbre droit, pas très bien, mais je sais le faire. Donc j'imaginais que c'était pas très dur de faire l'arbre droit et que ça ne devait pas lui coûter très cher. Mais tu as raison, il faudrait tenir compte de tout ce qu'il fait. Et puis il y a son corps qui tourne, il y a son cœur qui bat, son sang qui coule, et ça coûte de l'énergie, ça. Comme ça, là, comme ça, pas toi, parce que tu es encore un peu court, mais dès que tu seras grand, dès que tu auras atteint ta taille adulte, tu vas avoir besoin à peu près de 80 watts juste pour être là, comme ça, posé, en faisant rien d'autre qu'à regarder le plafond. Juste parce que tu es un peu chaud, si tu te mets à penser, si tu te mets à bouger, bon, plus que 80 watts, évidemment, mais juste 80 watts parce que tu es plus chaud que l'extérieur, et c'est la chaleur qui sort de ton corps et qui va vers l'extérieur. Ça fait à peu près 80 watts. Donc il faut que ton corps il fournisse en permanence 80 watts, juste pour que voilà, tu sois là à rien faire comme ça, assis, quand tu as une taille d'adulte. Toi, c'est un petit peu moins, peut-être un peu plus petit, mais toi, c'est peut-être 50 watts ou 40 watts.
Tu vois, donc déjà, ton corps, il doit fournir quelque chose. Oui, alors ça ne l'aide pas. Mais c'est pour ça que Yoda lui fait ça. Il le met dans une position difficile pour lui dire, on va voir si tu as bien maîtrisé la force. Il apprend à maîtriser et à contrôler la force, là. Donc on lui met dans une position un peu difficile, comme ça on voit s'il se débrouille bien. Dans une position facile, bon, il sait le faire. Maintenant, on va faire un peu plus difficile. Comme les exercices, on fait un peu plus dur pour voir si tu t'entraînes bien. C'est ça l'idée, je pense. Mais tu as raison, et Yoda lui le fait travailler. Il l'entraîne. Il est exactement en train de faire ça. Il est en train de l'entraîner. Une autre question ? Une question sur la Web TV. On nous demande, vu que c'est physiquement possible, est-ce qu'une telle énergie comme la force pourrait être réellement utilisée dans d'autres galaxies ? Le problème de la force, c'est qu'elle ne correspond à rien de ce que la physique comprend. Donc elle ne peut pas être utilisée dans une autre galaxie d'une certaine façon, parce que la physique, la force, on ne sait pas ce que c'est. D'abord, ça devrait s'appeler l'énergie, d'abord. Je pense que ça serait plus simple, que l'énergie soit avec toi, ça serait pas mal. Mais surtout, ça ne correspond à aucune entité physique réelle. Voilà. Donc, quand je fais mes analyses, je dis, bon, il y a un truc qui s'appelle la force, et puis, d'accord, ça existe, et puis on joue avec le concept derrière, on essaie de mettre des nombres, mais en réalité, la force, ou quelque chose qui s'appellerait la force, ça n'évoque rien dans la réalité physique actuelle. Donc ici, dans une galaxie lointaine, ou ailleurs, ou il y a très longtemps, ou dans bientôt, ou dans longtemps, ça n'évoque rien de physique actuellement. Voilà. Mais ça évoque, par contre, des choses que les physiciens ont mis dans l'univers et ont rempli l'univers, dont ils ont rempli l'univers. Par exemple, ça évoque quelque chose qui s'appelle la quintessence. Aristote pensait que tous les phénomènes terrestres étaient réglés par les jeux mutuels de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, des 4 éléments. Et pour ce qui se passe au-delà de la Lune, dans le monde supralunaire, c'était réglé par le 5e élément, la quintessence. Et cette quintessence avait des propriétés incroyables, elle remplissait tout l'univers, elle était inaltérable, imputrescible, éternelle, enfin, elle avait des propriétés très divines d'une certaine façon. Et que cette force qui remplit l'univers, et dans lesquelles les Jedi peuvent piocher, ça ressemble un peu, ça évoque la quintessence d'Aristote. Ça évoque aussi autre chose dont les physiciens remplissaient l'univers au XIXe siècle, c'est l'éther. Pas l'éther liquide, ETHER, pareil, mais l'éther, c'était à l'époque le nom que l'on donnait au support de propagation de la lumière. On pensait que comme le son, la lumière avait besoin d'un support pour se propager. Le son, il a besoin de matière pour se propager, de l'air, de la table, de matière. La lumière, on pensait qu'elle avait besoin d'un support, et ce support, on l'a appelé l'éther. On s'est rendu compte, à la fin du XIXe siècle, que la lumière pouvait se propager dans le vide, qu'il n'y avait pas besoin d'invoquer l'éther. Mais l'éther, il était partout dans l'univers. Il avait des propriétés curieuses. La Terre, dans son mouvement autour du Soleil, se déplace dans l'éther. Elle devrait frotter sur l'éther. Si elle frotte sur l'éther, elle perd de l'énergie, et donc elle doit finir par tomber sur le Soleil. Ce qu'on ne constate pas. Et donc, plutôt que de supprimer l'éther, ils ont dit, on garde l'éther, mais on peut se déplacer dans l'éther sans frottement. Ce qu'on ne constate jamais. Et puis, il y avait plein d'autres propriétés bizarres qui étaient données à l'éther, puis à la fin, c'est devenu trop bizarre, on dit, allez, c'est bon, on dégage et on passe à autre chose. D'accord, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, on dit des bêtises, on justifie, et puis à la fin, si on colle à la méthode, c'est ça les sciences. Si vous collez à la méthode, vous aurez la bonne réponse. Ça peut prendre des fois 20 siècles, entre Aristote et Galilée, disons, pour commencer à avoir des bonnes réponses. Il a fallu 20 siècles. Ça peut prendre du temps. Ça n'assure pas que ça sera rapide. Parce qu'on peut dire des conneries, parce que plein de raisons. Parce qu'on n'a rien vu, on est des nuls, enfin tout ce qu'on veut. Mais si on colle à la méthode, on finit par trouver la réponse. Et donc dans le cas de l'éther, il n'a pas fallu très longtemps, une cinquantaine d'années, pour se dégager de cette idée-là. Mais voilà, la force, ça évoque ça, l'éther ou le 5e élément. Ou d'une autre façon, les physiciens, les astrophysiciens modernes remplissent l'univers d'un truc qui s'appelle matière noire et énergie noire, et qui sont d'une certaine façon assez mystérieux, hein, et dont on ne sait pas trop ce que c'est, et qui ont des propriétés, notamment l'énergie noire, qui d'une certaine façon ressemble à la force. Enfin, je veux dire, sauf que ça vient de la physique, de l'astrophysique, c'est une hypothèse qui pour l'instant fonctionne bien, mais faute de trouver l'acteur, d'identifier ce qu'est l'énergie noire, de dire c'est ça, eh bien pour l'instant ça reste un peu dans les limbes de l'hypothèse, et tant qu'on n'a pas identifié ce qui est derrière ça, ben, ça reste une hypothèse. Et donc peut-être ça sera faux, peut-être que dans 20 ans, l'énergie noire, tout ça, ça sera sorti du champ des sciences, parce qu'on aura montré que c'est faux. Ce qui, d'une certaine façon, permet d'arriver aussi à une chose intéressante à dire, qui n'est pas souvent dite, je trouve, et qui mérite d'être su, c'est que ce que dit la science avec certitude, ce ne sont pas les choses vraies. La science, elle fonctionne avec ce qu'elle a sous la main,
ce qui nous permet de rendre compte du monde, des apparences du monde, et qui fonctionne. Ce qu'elle dit avec certitude, la science, c'est les choses fausses. La théorie d'Aristote des 4 éléments, c'est faux. La théorie de l'éther, c'est faux. La théorie de l'énergie noire, on ne sait pas. Et le reste, il y a des choses qui sont montrées pas fausses, et tant qu'elles ne sont pas fausses, ça veut dire toutes les tentatives de les montrer fausses ont échoué. Donc c'est pas faux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est toujours pas faux. Eh bien, l'ensemble de toutes les choses qui ont si bien résisté au coup de marteau qu'on leur a donné, qu'on les utilise toujours, on les enseigne à l'école. En sciences en tout cas, en classe de sciences. C'est les trucs pas faux. Les trucs faux, on ne les enseigne pas, si, en histoire des sciences, etc. Mais la science dit avec certitude ce qui est faux. Pour le reste, ça marche bien et c'est montré pas faux. Toutes les tentatives de les montrer faux sont échouées. Donc, il ne faut pas imaginer, parce que je dis, peut-être ça peut être un jour montré faux, que vous allez arriver la gueule enfarinée en disant, ouais, votre truc c'est faux. Non, non, non. Il y a plein de gus qui ont essayé de montrer que c'était faux, et ils ont raté. Donc, il va falloir avoir des bonnes idées pour montrer que c'est faux. Ce n'est pas un truc vite fait sur le gaz qui va être satisfaisant. C'est pour vous dire que ça a été difficile d'aboutir à ces idées qui sont suffisamment stables pour qu'elles marchent encore bien au bout de dizaines d'années, centaines d'années. Et puis des fois, il y a des choses qui n'ont pas été montrées fausses, mais qui ont été montrées moins adaptées, moins générales. Par exemple, la théorie de la gravitation de Newton, eh bien finalement, elle a très très bien marché, elle marche encore très bien pour lancer des fusées, faire des orbites et des machins, mais elle n'est pas aussi précise, elle n'est pas aussi bonne et aussi large d'application que la théorie de la relativité générale d'Einstein. Voilà, donc elle n'est pas fausse, elle est simplement, son champ d'action s'est rétréci. Et puis les théories fausses, leur champ d'action s'est tellement rétréci qu'il n'y en a plus. Donc là, elles sont fausses. Donc la théorie de Newton, elle n'est pas fausse, elle n'est pas, comment dire, elle n'a pas été montrée fausse, elle est dans une situation où on s'en sert encore, mais dans un champ plus restreint qu'on imaginait au départ. Voilà. Bon, on est cuit là, non? Il n'y a pas un pot? Moi, je dis ça s'il y a des questions, mais on peut encore discuter, même en pliant bagage doucement. Je vois, il y a des jeunes gens quand même qui ont fait des efforts, hein, je les remercie bien. Vous avez été remarquablement sages et attentifs, en dépit des choses qui étaient peut-être un peu au-dessus de votre tête. J'espère que ce que vous retiendrez, c'est que la science, ce n'est pas que des embêtements. On peut essayer de faire de la science avec Star Wars sérieusement, et que tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir en science, en tout cas d'être curieux du monde, et d'apprendre des choses sur le monde. Toi, tu m'as l'air bien parti. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup, Roland, pour cette conférence passionnante. Alors, justement... Alors, on va remercier effectivement... On va remercier Florian et Thibaut, qui ont joué le rôle des Stormtroopers. Il fait très chaud, hein, donc... Nous allons aussi remercier Jean-Michel Marchon, s'il veut bien se lever, qui nous a amené son R2D2 et qui l'a entièrement créé de toutes pièces, une par une. Voilà, si tu veux bien te tourner, viens ici s'il te plaît, parce que c'est quand même assez impressionnant. Voilà, que les gens qui nous suivent sur la web TV de Planète Science puissent aussi te voir et voir. Voilà, la création est spectaculaire. Est-ce que tu peux juste nous dire combien de temps ça t'a pris pour monter ce robot de toutes pièces? Ça a pris 3 ans et demi dans l'étal. Et tu as quelle formation à la base pour avoir monté ce petit génie? Moi, je suis ingénieur, mais on est un club et en fait, n'importe qui peut le faire. On s'entraide sur un forum, les r2builders.fr, et là, vraiment n'importe qui peut le faire. r2builders.fr. C'est toi qui es le président de cette association? Je suis un membre comme les autres, pas du tout président. D'accord, mais non, mais il n'y a pas de problème. Et alors, ton R2D2, je crois qu'il parfois il sort, mais il va où? Alors, des fois, des conventions, par exemple, donc on va retrouver les fans de Star Wars, mais pas que, les fans de différents univers. Des fois, on peut aussi faire des événements officiels sur la demande de Disney si on est approuvé et s'ils ont besoin de nous. Très bien. Alors là, je vois un joystick Sony. Hein? Ah, faut pas dire les marques, pardon. Et là, il y a une. Vous pourrez venir juste après, bien sûr, découvrir. Tu peux nous expliquer ce que c'est là? Il y a toutes les petites icônes.
Alors ça, c'est mon anti-sèche parce que je me souviens pas toujours de tout. Donc ça, c'est pour m'y retrouver, pour pouvoir refaire tous les séquences, les ordres, pour faire fonctionner le robot. Donc 3 ans et demi de travail. On applaudit Jean-Michel Marchon. Alors Jean-Michel va nous faire, dès qu'on aura terminé, une petite démonstration d'R2D2. Donc les bénévoles nous aideront à retirer les chaises pour que R2D2 puisse avoir l'espace de vous montrer tout ce qu'il sait faire. Et croyez-moi, il sait faire beaucoup de choses. On va remercier aussi Cyril, qui est là-bas, en train de faire des petits bonds, qui a la gentillesse de nous avoir amené son casque de réalité virtuelle. Et pour aujourd'hui, nous avions un jeu de Star Wars. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, ce jeu. Mais voilà, beaucoup d'enfants l'ont essayé et se sont éclatés. Et il faut savoir que Florian revient régulièrement au Placilab nous faire essayer son casque de réalité virtuelle. Cyril, pardon. Excusez-moi. Alors, je remercie, moi, Gwendoline et Julie, qui m'ont aidé pour l'accueil. Les 2 charmantes jeunes femmes. On remercie aussi Guillaume et Aurélien qui sont à la régie, qui sont très discrets, mais sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Et c'est grâce à eux qu'on a une retransmission sur la Web TV de Planète Science. Alors, est-ce qu'on pourra revisionner, si on était un petit peu fatigué là, parce qu'à un moment donné, les trous noirs, tout ça, est-ce qu'on pourra revisionner tranquillement en différé? Oui, alors d'ici 1 heure, tout sera en ligne sur le YouTube de Planète Science, donc webtv.planetscience.org. Et je remercie au passage aux 182 personnes qui nous ont suivis. 182 personnes. Merci beaucoup. Et puis un grand merci à Olivier Daléchamp, qui est ici, qui est la personne qui a permis que le lien se fasse entre toutes les personnes que je viens de citer et qui est aussi notre Fab Manager. Alors vous avez compris, vous êtes ici dans l'espace des sciences. Alors ici, il y a des gens qui travaillent le soir sur des projets liés à notre secteur espace. Il y a le secteur robotique qui se réunit pour organiser les trophées, les Coupes de France de robotique. Il se passe beaucoup de choses ici dans cet espace. Et cet espace accueille aussi des jeunes durant des stages. Alors, vous avez à l'entrée la plaquette de Planète Science. Celle-ci se termine en décembre. Mais vous avez à l'intérieur un petit papier qui est important. C'est le bulletin d'adhésion pour Planète Science. Au cas où, on ne sait jamais. Donc il est à l'entrée. Et puis nous avons la dernière petite plaquette avec nos stages de vacances prévus dans cet espace à partir du mois de février pour les enfants à partir de 8 ans. Et la grande nouveauté, nous lançons des formations pour les adultes. En 2017, nous testons. Donc en 2017, les adultes pourront par exemple créer leur propre station météo. Entre autres. Et puis les enfants, ils vont pouvoir créer leur voiture Wi-Fi. Il reste 2 places pour créer sa voiture Wi-Fi durant les vacances de décembre, là dans quelques jours, si vous le souhaitez. Machinerie médiévale, ils vont apprendre à piloter un drone sur une journée. Ils vont bien sûr créer et lancer une fusée, parce que vous savez que c'est un petit peu le cœur de métier de Planète Science. Ils vont fabriquer un objet 3D. Et puis ils vont découvrir l'astronomie, aussi bien pour les petits que pour les grands. Voilà, donc si le cœur vous en dit, nous avons préparé une petite urne dehors, si vous voulez mettre un petit quelque chose pour, par exemple, payer le petit pot qui est après. Vous êtes tous conviés. Merci encore d'être venus et très bonne fin de soirée.